et on s'est dit, «Ça serait quand même pas mal après nos études de faire quelque chose de grand». On avait déjà un peu entrepris des projets, que ça soit, la France en stop, à pied, de Marseille à Bruxelles. On avait fait déjà un raid 4L aussi dans le sud-ouest de la France. On avait été chefs scouts ensemble, donc il y avait pas mal de projets qu'on avait déjà fait. On s'est dit: «On veut vraiment quelque chose de plus grand, quelque chose qui va nous amener loin», notamment avec ce fantasme de l'Orient évidemment. Donc on était à 2 dans un café, à Ménilmontant à Paris et on s'est dit: «Mais pourquoi est-ce qu'on n'irait pas plus loin et on marquerait le coup?» Et donc Guillaume, m'a dit: «Mais attends, moi je rêve de partir». Et moi j'ai dit: «Beh, moi aussi». Bonjour et bienvenue, je suis Anne B et tu es sur Storylific, le podcast 100% outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des explorateurs, aventuriers, sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation. Car ici on ambitionne de planter des arbres avec tes oreilles. Alors n'hésite pas à partager ce podcast. Un grand merci d'avance. Guilhem, Théo et Guillaume sont partis de Bruxelles pour rejoindre le Cambodge en 4L, à l'image d'autres aventuriers dont les tribulations les ont toujours fait rêver. Accrochant d'autres rêves au leurs, ils ont emmené dans leurs aventures les associations Pour le sourire d'un enfant et Une lettre, un sourire. On voit déjà qu'on parle beaucoup de sourire dans ce projet qu'ils ont baptisé Odyssée Orient, l'expédition souriante. 3 amis de longue date, 2 magnifiques assauts derrière eux, une monture dont certaines parentes ont déjà fait leurs preuves improbables sur les routes du monde. Que pouvait-il arriver ? Eh bien tout, en fait, tout. Et c'est ça qui au final est très beau. De cette odyssée est né un documentaire dont tu entendras quelques passages dans l'interview. Le credo de mon partenaire AS Adventure me parle beaucoup. L'aventure n'est ni une destination ni une question de difficulté, mais un état d'esprit. Et c'est cet esprit qui anime leurs équipes de passionnés vraiment sympas, toujours prêts à vous conseiller en magasin ou sur asadventure.com pour vous aider à concrétiser votre aventure. AS Adventure, adventure is everywhere. Bonjour Théo et Guilhem. Bonjour, bonjour. Alors, il en manque un, il manque Guillaume, parce que c'est un trio dont on va parler aujourd'hui, le trio de l'expédition Odyssée Orient. C'était 22 pays, 22 000 kilomètres, ça tombe bien, c'est facile à retenir. 2 associations, donc on va un petit peu parler de tout ça. Je vais d'abord vous laisser vous présenter et vous présenterez aussi le dernier du trio qui est absent. Du coup, moi, c'est Guillaume Cross. J'étais, très simplement donc, je suis, un Français résidant en Belgique qui a fait des études d'audiovisuel, donc, cinéma et durant le voyage, mon rôle était l'audiovisuel, la communication et le tournage, du documentaire. Et moi je m'appelle Théo Izoard, je suis franco-belge, donc j'ai grandi à Bruxelles, d'origine française, mais j'ai récemment, obtenu la nationalité belge. Félicitations. Merci. Et donc moi j'étais plus, en charge de la communication, et de la rédaction avec, les maisons de retraite pendant le voyage et aussi de la rédaction, ouais, d'un livre qui s'est, écrit à la fin de ce voyage et j'étais aussi, responsable de la création de l'itinéraire pendant le voyage. OK, lourde tâche. Et donc, l'absent qui est donc, en train Guillaume, de profiter des transports en commun, si j'ai bien compris? exactement, Guillaume qui a eu des petites difficultés sur la route, donc qui malheureusement ne peut pas se joindre à nous, qui est, un bruxellaire, 100 bruxellaire, qui a grandi à Bruxelles, et que nous avons rencontré notamment au travers de scoutisme et avec qui nous avons décidé d'entreprendre ce voyage à 3. Et voilà, et Guillaume qui est juriste de formation et qui aujourd'hui travaille, dans les milieux associatifs, Génial. éco-responsable. Et alors vous, vous faites quoi de beau dans la vie maintenant que vous êtes rentrés? Du coup, moi, depuis que je suis revenu, bah, ma première tâche, était de sortir le documentaire du, voyage. Donc, Ça fait déjà un oui, petit voilà, ça fait un ça petit prend pas mal moment, de voilà, temps, oui. donc ça fait avril. Entre-temps, il y a eu, plusieurs, projections, voilà, à Bruxelles. Et moi, du coup, depuis, bah, je suis en recherche, d'emploi, dans le milieu de l'audiovisuel et de la production, cinématographique, en région parisienne, voilà. Non, retour sur Paris, OK. Ou tu n'as jamais quitté Paris peut-être? Si, retour sur Paris, oui, en effet. Et toi Théo? Je suis, engagé dans une, entreprise qui, fait, des analyses de géopolitique
pour, justement les conseils dans les autres entreprises qui veulent s'implanter dans des zones à risque, que ce soit au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique du Sud. Et donc c'est toute des solutions de sécurité, d'analyse de risque, tout ça et de conseils. Donc, maintenant le projet, donc tu me disais que tu avais dessiné ça, c'est donc de suite vous saviez qu'il allait y avoir 22 pays? Alors en fait, ça s'est fait, si je peux parler un petit peu de la jeunesse du projet, en Oui, avec plusieurs grand étapes. plaisir. Et disons que la première étape, c'était, Votre rencontre. notre Donc vous êtes rencontre à rencontrés tous au scout? alors, c'est ça justement la petite subtilité, c'est qu'avec Guillaume, on se connaît depuis qu'on a, 6 ans. 6 ans, quelque chose comme Ah ça. ouais. Donc on est vraiment, amis de longue date. Et il se fait qu'en juin, qu'est-ce que je dis? Le 31 décembre 2022, on prenait un verre à Paris justement parce que Guillaume habitait là à ce moment-là, il finissait ses études de cinéma. Et on s'est un peu retrouvés parce qu'on s'était quittés pendant plusieurs années, Guillaume était avant à Bruxelles et puis il est parti pour ses études. Et on s'est dit, «Ça serait quand même pas mal d'après nos études de faire quelque chose de grand». On avait déjà un peu entrepris des projets, que ce soit, la France en stop, à pied, de Marseille à Bruxelles. On avait fait déjà un raid 4L aussi dans le sud-ouest de la France. On avait été Extra. chef scout ensemble, donc il y avait pas mal de projets qu'on avait déjà fait. On s'est dit: «On veut vraiment quelque chose de plus grand, quelque chose qui va nous amener loin», notamment avec ce fantasme de l'Orient évidemment. Et donc on était à 2 dans un café, à Ménilmontant à Paris. Et on s'est dit: «Mais pourquoi est-ce qu'on n'irait pas plus loin et on marquerait le coup avant d'entreprendre, voilà, une carrière Entrer dans professionnelle?» le vie-pro, ouais. Voilà, de se lancer vraiment dans quelque chose de grand. Et donc Guillaume, m'a dit: «Mais attends, moi je rêve de partir». Et moi j'ai dit: «Beh, moi aussi». Et donc on a dessiné ce projet à 2, initialement. Et puis Guillaume s'est, greffé au projet un peu plus tard parce qu'on savait pas exactement lui ce qu'il allait faire après ses études, mais on était déjà tous très proches, à ce moment-là. Et donc voilà, on a dressé ça ensemble et on s'est dit juste: «On va aller au Cambodge». Enfin, tu peux peut-être expliquer un peu l'itinéraire, comment est-ce qu'on l'a dressé? Mais Et bah, en fait, on souhaitait vraiment aller un peu à l'autre bout du monde et de nos trouver notre propre moyen, quoi, avec un véhicule assez atypique. On ne voulait pas prendre un avion et on voulait en même temps aller dans un endroit qui avait du sens pour nous. Et quand le film Les Pépites de l'association, PSE était sorti à l'époque, pour un sourire d'enfant, pardon. Nous avions 16 ans et moi, ce documentaire, personnellement, m'avait vraiment bouleversé. Et je m'étais dit inconsciemment qu'un jour, j'irais sur place pour faire du volontariat ou quoi que ce soit. Et on s'est dit: «Bah, pourquoi pallier ce voyage un peu qui clôture la fin de nos études et faire voilà, une sorte de volontariat ou d'aider, de mettre en avant cet asso qui nous porte, que nous tenons à cœur». Mmh. Mmh. Et donc c'était vraiment l'idée de créer 3 axes. Il y avait évidemment l'axe, de l'aventure, donc une grande aventure, un peu à l'ancienne avec un vieux véhicule. Il y avait l'axe associatif, donc de rejoindre cette association sur place. Et puis enfin l'axe de la rencontre, et ça il est venu un petit peu après, de se dire: «Mais puisqu'on va traverser les frontières terrestres, puisqu'on va vraiment prendre le temps de rencontrer chaque culture, d'épouser à chaque fois les nouvelles cultures qu'on va rencontrer, est-ce que, on n'axerait pas ça autour de vraiment du sourire?» Et donc on va peut-être pouvoir en parler après, puisque Mais bien l'association s'appelle sûr. «Pour un sourire d'enfant». Et donc ça s'est bien goupillé, on va dire que les 3 axes sont vraiment, alignés. On s'est dit: «Beh, voilà, là on a notre projet, il faut qu'on parte». On avait ce besoin brûlant de partir. En fait, on avait cet appel intérieur et on s'est dit: «Comment est-ce qu'on va le mettre en œuvre?» Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à vraiment, mettre les formes. Et ça a donné Odyssée Orient. Enfin, en tout cas, Odyssée Orient est né comme ça. Et après avec les mois, le projet a pris forme de plus en plus et ça s'est concrétisé récemment, enfin, quand je dis récemment, c'était, du coup, vraiment début 2023. On s'est dit: «OK, là, il faut vraiment qu'on y aille». On avait déjà la voiture, on avait déjà quasiment, tout prêt et il fallait plus qu'à se lancer. D'accord. Vous aviez déjà entendu parler de Mathieu Tordeur, ou pas? Évidemment, oui, oui, Ah oui, voilà, ben, parce ça qu'il avait fait en 4L aussi lui, hein, oui, son oui, tour, non, mais un tour du du monde et ça microcrédit. ah oui, oui, non, non, mais c'est il y a beaucoup d'inspiration, avec, enfin dans grâce à Mathieu Tordeur, Guy Larigaudy, Sylvain Tesson, Mmh. Nicolas Bouvier, oui, Poussin aussi, Alexandre Poussin, voilà, c'est vraiment des figures qui nous inspirent et J'ai Il jamais dû autant prendre mon dictionnaire que quand j'ai lu Alexandre Poussin. oui, il Je l'avais écrit très rencontré bien, dans ouais. un festival, mais il y mmh, a bien longtemps, il venait de ouais, faire ça, son film était en train de tourner. Ouais, 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 son premier, ouais, c'était intéressant, il était déjà avec sa compagne, ouais. Ouais. C'était chouette, ouais. Mais c'est sûr que quand on voit, Africa Trek quand on a 10 ans, on se dit: «Mais en fait, on veut faire la même chose». Et puis, Sylvain Tesson et Alexandre Poussin qui, pareil, on a roulé sur la terre à vélo en partant jusqu'à la Mongolie, puis la Chine. Ouais, ouais, ouais. Et puis, Guillaume citait Guy Larigaudy qui est donc un ancien scout, qui a fait ce même voyage mais dans les années 30. Voilà. Et
Et ça, c'était un peu notre principale aspiration aussi. Ils étaient 2. Ils ont fait, Paris-Saigon, en fait, en vieille Ford et on s'est dit: «Mais si eux l'ont fait en 1937, pourquoi est-ce que nous, en 2023, on pourrait pas le faire?» Et du coup, on a essayé de le faire. Ah Voilà. bah, oui, exactement et après donc on a commencé à ébaucher le destrier que vous avez choisi, une demoiselle. Alors, bah, la 4L, on en avait déjà fait, oui, le 2-3, enfin, voilà, séjours en 4L en France, voilà, où on dormait sous tente, mais voilà, rien de bien méchant, on va dire, en termes d'aventure et on s'est dit: «Bah, si on veut faire une sorte de road trip, bah, autant prendre une vieille voiture» parce que d'une part, c'est, facile à réparer, Oui. c'est emblématique, atemporel donc dans ces pays-là, enfin les pays, après l'Europe et la France et la Belgique, c'est des voitures, que tout le monde connaît, dans le sens où c'est le même moteur. C'est voilà, c'est un peu universel comme voiture et en même temps, iconique parce que le modèle 4L, n'est plus trop d'actualité. C'est voilà, c'est des voitures qui sont un peu révolues du marché et Dommage. donc voilà, ça fait mouche quand on arrive dans un endroit Mmh. et ça faisait vraiment aussi aventurier d'antan. On voulait vraiment ce côté un peu, Cette voilà, petite cogne, ouais, ouais. D'ailleurs votre unique logo est et un peu rétro aussi, c'est oui, trop c'est ça, sympa, voilà, c'était j'adore. Ouais, ouais. Voilà, ça, c'est Guillaume qui l'a fait. Il a aussi une formation en graphisme, donc le côté Bravo! artistique a été, porté du début à la fin par Guillaume et ça, il faut quand même, ou déjà même derrière, il y a des photos qu'il a pris, enfin il a fait énormément de choses, mais Ouais, l'affiche est beaucoup de top. fruits sont sortis de ce voyage, notamment, du coup, sur le plan artistique et j'ajouterais même une chose par rapport à la voiture, c'est que donc Guillaume parlait de ce côté un peu farfelu, mais en fait, ce côté farfelu qui est aussi un peu ancien, ça permettait vraiment déjà d'avoir des galères, parce que c'était volontaire. Si on était parti avec le dernier modèle électrique, à la pointe de la technologie, ça n'aurait aucun sens, parce qu'on serait passé, déjà beaucoup trop vite. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait un peu un côté route de se dire: «On va aller rencontrer les gens aussi avec ce qu'ils connaissent, à savoir un vieux moteur» et je peux vous dire qu'au milieu du désert ouzbek, à tout moment, quand on avait un problème mécanique, un Ouzbek ou un Kazakh arrivait avec un trombone et un fil de fer et en 10 minutes, il réparait notre moteur, alors qu'il avait jamais vu une 4L de sa vie et ça, c'est juste fascinant et donc on s'est dit: «Il faut vraiment qu'on ait un moteur lisible et que nous aussi, on puisse le réparer» parce que c'est que de la mécanique et donc pour nous, c'est plus facile de pouvoir mettre les mains dans les entrailles du moteur et de pouvoir, se débrouiller par nous-mêmes. Très bon choix Voilà. et le choix du prénom de votre, Alors là, compagne? c'est parce qu'on est tous les 3 des grands, grands fans de Tintin. Et que, Bianca, fait partie évidemment de l'univers de Tintin et on s'est dit qu'elle était chantante, parce qu'elle faisait quand même un joli bruit, mais en même temps elle était un peu bruyante par moments et on s'est dit que ça nous a tout de suite pensé à Bianca et donc on s'est dit: «Voilà, on va s'app» et en plus pendant le voyage, on s'appelait par des prénoms, de l'univers, d'Hergé donc en fait vraiment il y avait pas mal d'inspiration du côté d'Hergé. Oui. Tintin au Tibet, Tintin au pays des soviets, on pourra en parler tout à l'heure, on est passé en Russie et donc il y avait vraiment un peu cet imaginaire de Tintin qu'on a aussi, calqué sur notre voyage et voilà, d'où le nom Bianca. Bah, après, c'est cet Extra! aventurier belge, Oui, qui nous inspire depuis notre enfance et le reporter bruxellois qui part à la conquête du monde. En fait, tout était parfait et tout Ah était Mathieu aligné Tortor avec, aussi, il adore Tintin, il dit c'est ouais. ça qui lui a donné envie, ouais. Bah, voilà, donc et ça a donné, voilà, vraiment une inspiration à beaucoup de personnes qui ont envie de découvrir le monde, je pense et ça a fait Ouais, naître des passions. Donc pour extra ça, et c'est merci quoi vos Hergé. petits surnoms alors, Ah! de cet moi, c'est univers? que Toi, c'est Milou? C'est Milou, moi c'est Tintin et Guillaume c'est Capitaine Haddock. Parce Oh qu'il est là! un peu grincheux parfois. Et moi, j'ai une petite houppette, c'est pour ça. Et Guillaume, c'est parce que, il est furtif, il va vite et il est intelligent. Voilà. D'accord, c'est pas parce qu'il aboie, super. Pas tellement, pas souvent. Bon, ça peut arriver quand même. Ah trop sympa! J'avais pas perçu, tiens, je vous ai suivi sur les réseaux sociaux, vous avez beaucoup partagé, c'était très, très sympa à suivre, vraiment j'ai adoré, puis on a eu galère, puis on ne les voit plus et puis, ils reviennent et puis, trop cool. J'ai donc c'était très chouette de vous suivre. Franchement bravo pour la com, c'était très, très sympa. on est parti pour 19 000 kilomètres. 50 kilomètres après le départ de Bruxelles, donc vraiment au tout début, on s'arrête dans une première station-service. On était hyper excités, on n'en pouvait plus. On était là, yes, c'est génial, l'expédition souriante et tout ça. Et en fait, au moment de repartir après le plein, on se rend compte que 50 kilomètres plus loin, on n'a plus le bouchon avec la clé de la voiture. Parce que tout simplement, Guillaume avait fait le plein et il était tellement excité qu'il avait laissé le bouchon d'essence sur la station avec la clé de voiture. Voilà.
Et donc un truc qui était super important, donc on a dit 22 000 kilomètres, 2 associations. On en a déjà un petit peu, ébauché là-dessus, mais parlons-en vraiment des associations que vous avez décidé de soutenir et qu'on saluera au passage. Oui, on a souhaité partir avec, d'abord Une lettre, un sourire. En fait, c'était une asso avec laquelle on était déjà parti 2 ans auparavant. Donc c'est une asso qui a été créée pendant le confinement par, un groupe de cousins qui a permis de c'est un site web sur lequel on peut, en fait, envoyer des lettres à des personnes âgées isolées dans les EHPAD ou les Homes. Et donc, Mmh. vraiment briser cet isolement qui s'est accentué pendant, le con les oui, les multiples confinements. Et donc, cette asso, après être parti avec elle, on souhaitait la réintégrer dans notre projet, bien plus ambitieux pour voilà, la faire connaître encore plus et pouvoir vraiment l'aider à notre manière. Et donc, à travers cette asso, nous étions en contact avec plusieurs homes et EHPAD en France et en Belgique. Et vraiment le but, c'était d'échanger de manière épistolaire et aussi, hebdomadaire, des lettres entre nous et les résidents, vraiment pour les faire voyager et Mmh, très top. je veux dire par procuration. Comment avez-vous eu connaissance de cette asso? Qu'est-ce qui vous a fait tilter pour elle? En fait, on a été, comme Guillaume l'a dit, déjà des ambassadeurs de cette association quand on a fait notre trip Marseille-Bruxelles à pied Mmh. en stop, sans argent, sans enfin voilà, avec aucune carte bleue, aucune carte d'identité, rien du tout. On avait Ah, trop juste un petit top! baluchon avec, un ukulélé, une brosse à dents et une gourde en gros, Ukulélé, globalement. c'était comme, Cinéma Tesson, je crois qu'à un moment, le premier Oui, trip il a avec, toujours un lapin Plus que et ça. il a une flûte de enfin Mmh. il Ou se c'est balade un toujours petit avec un petit pipeau, ouais. instrument. C'est Mmh. une belle porte d'entrée pour aller chez les Mmh. gens, Mais vous avez pas commencé dont tout on parle nu? pas le même langue. Non, 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 pas cette fois-ci. Pas comme les autres, histoire non, de non. mettre tous les concepts ensemble. Mais c'est vrai qu'effectivement, il Nu et y a cette culotté. émission aussi qui est géniale où les gars, en Oui, fait, au-delà de partir du fait de partir tout nu, c'est vraiment l'expérience de se dépouiller, de tout pour, en mais fait, carrément. rencontrer Ah, les je les personnes adore. Mmh. et c'est vraiment une superbe émission. Donc on s'est vraiment inspiré de ça aussi avec le côté baluchon pour, aller rencontrer les gens. Et pendant ce voyage, on avait des petites lettres qu'on avait dans nos baluchons qu'Une lettre, un sourire nous avait données. Et Mmh. l'idée, c'était de rencontrer les personnes, isolées et âgées sur place, dans Mmh. les villages, de la diagonale en fait, il y a un concept qu'on appelle la diagonale du vide en France. Où en Mmh. fait, c'est vraiment le centre de la France et l'idée, c'était vraiment d'aller, dans ces petits villages, de rencontrer les gens, de leur donner des lettres et on a fait des rencontres merveilleuses. On a été accueillis, de manière, magnifique, et donc on connaissait déjà cette association via ce projet. On s'est dit: «On va réintégrer l'association», comme Guillaume l'a dit, pour ce projet-là, de plus grande ampleur, en prenant des lettres avec nous au départ et puis ensuite en les envoyant, tout au long du périple. Et donc c'est vrai que ça collait très bien, ce que vous avez décidé de prendre comme étant le concept, de votre lycée, c'est, le sourire et qui amène aussi à la deuxième association qui elle aussi a le sourire dans son nom, c'est ça qui est extraordinaire. En fait, l'idée, c'était d'être un peu un trait d'union entre ces 2 associations. D'une part, avec les personnes âgées isolées et puis Mmh. d'autre part, avec les jeunes enfants, des Livrés bidonvilles à du eux-mêmes. Cambodge, voilà. Mmh. Et donc pour nous, c'était important d'une certaine manière, en fait, de créer ce lien intergénérationnel parce que finalement, il y a deux ou 3 générations qui sont liées. Et Pour un sourire enfant, c'est une association qui a été créée dans les années 80 par un couple de Français à la retraite qui vivaient au Cambodge. Et quand ils ont été sur la décharge de Phnom Penh, ils ont vu la misère et les enfants qui pataugeaient dans les déchets. Ils se sont dit: «C'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose». Et 30 ans plus tard, en fait, c'est devenu, même 40 ans plus tard, c'est devenu, aujourd'hui les plus grosses associations du Cambodge qui sort, les enfants des bidonvilles, chaque année, je pense qu'ils sont, plus de 10 000, enfin, c'est juste incroyable. Et il y en a énormément aujourd'hui qui ont un métier, qui sont devenus, voilà, des parents, qui ont créé une famille, surtout après l'impact des Khmers rouges dans les années Ouais. soix Ah, 75. c'était affreux ça, ouais. Donc il y a vraiment voilà, cet élan de charité qu'il y a eu, de la part de ce couple. Et aujourd'hui, c'est vraiment magnifique. On s'est dit, comme Guillaume avait dit, on avait vu ce film Les Pépites de Xavier Lozanne, quand c'est sorti en 2016. Donc on s'était dit que, voilà, il fallait qu'on aille les rejoindre, c'était important pour nous et donc c'était parfait parce que c'était une portée symbolique. Puis on leur ramenait la 4L aussi, c'est parce qu'ils ont une école de mécanique sur place. Et donc et aussi, qu'il y avait une troupe scout, donc tout était lié, tout était parfait. Et donc on avait vraiment ce lien, intergénérationnel, avec les grands-parents, les personnes âgées dans les homes et puis la troupe scout de Phnom Penh à qui on a porté notre voiture. Donc voilà, c'était vraiment magnifique comme, Mmh. transmission. Et donc c'est cette dame, vous l'interviewez dans votre documentaire, c'est très touchant, c'est vraiment très, très touchant et ils sont toujours sur place alors, en permanence? Oui, bah, Marie-France, en fait, la fondatrice,
chaque année, enfin, elles restent toute l'année, voilà, à domicile, c'est vraiment ça leur de la maison des fondateurs est au centre de l'école, hein, qu'ils ont créée. Mais chaque année, elle fait une tournée en France, une tournée levée de fonds, voilà. Et donc ils font la tournée de plusieurs villes en France et en Belgique et un peu voilà, les pays francophones pour, faire le levée de fonds annuel qu'ils font depuis, en fait, l'origine et qui sauve, en fait, cette association. Voilà, sans qui elle ne pourrait, voilà, survivre, voilà, au Cambodge. Il y a énormément de gens qui sont partis, faire des bénévolats. Il y a des camps d'été qui sont organisés pour les jeunes, étudiants. Donc en fait, ça brasse énormément de monde et c'est fou le nombre de volontaires qu'on a croisés sur place et le nombre de volontaires qui, depuis le début de l'association, ont été déployés, au Cambodge. Et aujourd'hui, même, en France, PSE est vraiment une association qui a beaucoup d'ampleur et encore beaucoup d'influence, donc c'est vraiment magnifique. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir le film Les Pépites. On vous le conseille parce que c'est vraiment, bouleversant. On le trouve facilement sur internet maintenant? Je pense qu'il est à la location, ouais, sur Bah, très bien, YouTube comme et ça, il y a sur encore les des fonds qui plateformes. arrivent Mais il quelque vaut part la sans doute. peine, il vaut la peine. Vraiment, ça Voilà. vaut le coup. Génial. Et donc le concept du sourire qui est si central, j'aimerais bien parce que vous l'avez il revient beaucoup dans le documentaire aussi, c'est un beau fil rouge, il a été, porteur, pesant, il y a eu un peu tout et il y a eu toutes les couleurs de sourire, on va dire et ça, c'était très intéressant à suivre justement l'histoire de ce sourire. On s'est dit, on partait avec déjà 2 assos qui avaient le mot «sourire» dans leur nom, plus on partait pour une sorte d'aventure où nous on est déjà 3 garçons qui on aime bien sourire en général, mais on part aussi après une période qui était assez complexe, qui était le covid et tout ce qui était, oui, la période de confinement qui nous a bien pesé, voilà. Et donc voilà, la période avec des masques, donc le sourire, caché, le sourire masqué, on nous faisait passer un peu un message, subliminal on a peur de son propre voisin, on a peur de sortir de chez soi et donc nous, à travers ce voyage, on se disait: «On va prouver qu'en fait, aller rencontrer l'autre à l'autre bout du monde, celui qui nous fait peur à travers voilà, les médias, ben, en fait, est quelqu'un de bon et qu'on peut échanger un sourire et que le sourire est un langage universel». C'est-à-dire qu'avant d'entamer une conversation avec quelqu'un qui parle pas la même langue que nous, on peut débuter l'échange par un sourire et ça amorce déjà, un dialogue, positif. Oui, Et carrément. et puis comme le dit à un moment donné, une dame qui s'appelle Anita dans le documentaire en Turquie, elle dit qu'un sourire, ça peut changer énormément de choses, surtout chez une personne qui parfois, est vulnérable et il suffit parfois d'un sourire pour, changer la journée de quelqu'un. Et Sergueï aussi dans le documentaire le dit, donc un jeune Russe qui a fui la guerre, qu'on a rencontré en Géorgie, chez qui on a dormi pendant une semaine. Il suffit d'un sourire, d'un geste, c'est une simple courbure de lèvres, hein, c'est rien du tout un sourire et pourtant ça peut avoir un impact énorme. Ça peut avoir un impact sur, le reste de notre journée, ça peut avoir un impact sur nos émotions qui peuvent devenir négatives alors qu'elles étaient positives. C'est vraiment bête et pourtant, c'est C'est magnifique magique. et alors évidemment, on n'est pas naïf, le sourire peut être niais, il peut être un peu dur, il peut être faux, donc le sourire peut pas tout changer et ça, on l'a su, à la fin de notre aventure, notamment quand on a rencontré Marie-France Despalières qui nous a dit: «Les enfants, ils souriaient pas» et un sourire, c'est pas suffisant. En revanche, ça peut être le début de quelque chose et aujourd'hui, les enfants ont retrouvé le sourire. Donc c'est une arme qui va pas tout changer, parce qu'il faut aussi de l'huile de coude, c'est normal. Mais par contre, ça peut accompagner un processus et ça peut aussi le fluidifier, on va dire. Et donc ça, pour nous, c'était essentiel. Et donc à notre, mesure, on a essayé de faire en sorte de partager les sourires avec les gens qu'on rencontrait et aussi de voir qu'est-ce que ça signifiait dans toutes les langues, que ça signifiait dans toutes les cultures. Parce que parfois un sourire chez nous, qui peut être, voilà, quelque chose de gratuit et de magnifique, peut être, totalement perçu différemment dans d'autres pays. Mais globalement, on s'est quand même rendu compte que le sourire avait la même valeur, à savoir, quelque chose de positif. Extra et le sourire intérieur, Alors ça, c'est aussi une c'est grande tout un question. programme, hein? Ah oui, parce que là, ça lie, tous les aspects du voyage. Le Non, mais sourire intérieur, c'est un peu aussi un concept qu'on a découvert pendant le voyage. C'était un peu la météo aussi intérieure de voilà, notre état un peu, d'esprit actuel et on s'est rendu compte qu'on peut, voilà, comme on l'a dit, un sourire extérieur peut être une façade, alors qu'à l'intérieur, quelque chose cloche, quelque chose ne va pas. On s'en est rendu compte dans beaucoup de situations, c'est que parfois on essaie de garder la face. C'est aussi quelque chose de très asiatique de toujours garder la face et montrer Mmh. que voilà, on maîtrise la situation, mais à l'intérieur, quelque chose ne va pas et on s'est rendu compte que parfois le sourire intérieur, n'était pas présent et quand le sourire intérieur n'est pas présent, le sourire extérieur, n'est pas présent non plus
et donc il faut essayer de régler cette situation, je parle, par exemple pour des situations de crise que nous avons vécues, voilà, entre nous, impliquant, voilà, des problèmes administratifs ou mécaniques avec la 4L. Quand l'un des 3 membres ne sourit plus, intérieurement, il a besoin de réparer, voilà, de guérir ce sourire et de le ramener, donc il faut prendre du temps pour, voilà, gérer ce genre de situation. Ouais, Mmh. et pas négliger notamment l'impact que ça peut avoir. Parce que parfois on se dit: «Oui, ça va, j'accumule un problème, j'en accumule un autre», on met ça sous le tapis et puis à un moment donné ça ressort et si on a mal géré ça comme Guillaume dit, ça peut avoir, un impact vraiment négatif sur la suite de l'aventure. En tout cas, on l'a vécu nous à notre échelle et donc ce sourire intérieur, c'est hyper important de le cultiver parce que, alors je dis pas que c'est facile, parce que souvent il est affecté, en fait, je dirais que le sourire, c'est un peu le reflet de notre cœur. Enfin, si le cœur va bien, naturellement, on va sourire et quand on est affecté par les problèmes de la vie, surtout nous, on était dans une situation quand même souvent compliquée, que ce soit entre nous ou vis-à-vis du reste des choses dont on était indépendant, mais à savoir, voilà, les problèmes mécaniques, administratifs, les visas, les frontières ou même les agressions. On a eu une, bon, c'était pas grand-chose, mais quand même, mine de rien, ça nous a mis dans des situations de stress. C'est à ce moment-là que le sourire, il est vraiment important. Parce que si on est Mmh. fort à l'intérieur, après pour le reste, ça ira. Ça devient un peu une protection, mais si on est vulnérable à l'intérieur, après tout le reste, s'écroule. Ouais, ouais, c'est ce qu'on dit, le changement, c'est d'abord de l'intérieur, Mmh mh. c'est vrai que mes petites filles, à chaque fois, enfin, quand on avait fait 4 mois en Asie, et enfin, bref, entre autres avec le voyage, on est reparti pour 2 mois en Asie aussi. Elles préfèrent Bouddha à Jésus parce qu'il a l'air beaucoup plus joyeux. Oh non, mais le Ah bah, ça sourire, paisible du Bouddha, c'est vrai qu'on sent que c'est profond, quoi. C'est un sourire intérieur, Apaisé. qui rejaillit à l'extérieur, mmh quoi, et c'est vrai que c'est le travail. Il y a des gens qui consacrent leur vie dans des monastères à essayer de savoir ce sourire intérieur, hein, donc c'est déjà bien joué d'avoir voulu, approcher cela, et je suppose que c'est quelque chose que vous avez envie de garder. J'en retire quelque chose de cette aventure, je suppose qu'après avoir travaillé ça aussi longtemps, parce que je crois que c'était 5 mois et des poussières pour arriver, Mmh donc le retour, donc en tout, ça vous a pris combien de temps cette, aventure? 5 mois et des poussières à l'aller et 3 semaines au retour, donc ça fait à peu près 6 mois et demi. 6 mois, Ouais, 6 c'est mois et ça, demi, ouais. ouais. D'entraînement intensif de sourire, bah, je suppose qu'on en garde, quelques trucs, enfin j'espère? Alors, oui et je dirais même, il y a eu, 3 manières de cultiver ce sourire. Il y a eu le sourire entre nous. Comment est-ce qu'on communiquait? Parce qu'en fait, le sourire, témoigne directement d'une communication directe. Il y a le sourire entre nous, il y a eu le sourire avec les autres personnes qu'on rencontrait et puis il y avait le sourire avec, nous-mêmes, à savoir la relation qu'on devait travailler nous-mêmes. C'était un peu les 3 axes qu'on développait, je dirais même 4 si on inclut l'axe un peu plus, spirituel, à savoir comment est-ce qu'on, heu, on avait ce rapport un peu à la transcendance puisqu'on a quand même vécu des moments très forts, des moments aussi avec des paysages magnifiques, on parlait de Bouddha tout à l'heure. Comment est-ce qu'on se connectait un petit peu avec, les énergies, avec le ciel, avec enfin, en fonction des croyances qu'on a ou en fonction de ce qu'on ressent sur le moment, ça a été aussi très fort. Donc il y avait plus cette dimension transcendantale, mais du reste, il y avait vraiment la question de comment est-ce qu'on apprend à voilà, vous parlez des fruits, comment est-ce qu'on apprend à garder ce sourire même après le voyage? Hem, je dirais que pour ma part, enfin je dis souvent d'ailleurs ça, c'est que les fruits sont pas forcément visibles tout de suite, mais il y a énormément de choses qui ont été semées pendant ce voyage. Et aujourd'hui, petit à petit, je me rends compte de certains mécanismes. Enfin, j'ai pris l'habitude de certains mécanismes et aujourd'hui, j'en vois vraiment la portée. C'est pas toujours facile, évidemment, on peut très vite retomber dans les vieilles habitudes, mais mine de rien, il y a quelque chose qui a changé. Mmh. Je sais pas si tu me j'acquiesce. Pour toi, Guillaume, oui? Il a non, je disais que ce voyage en quelque sorte nous a changé, enfin, nous a changé dans le sens la manière dont on aborde le monde, en fait, et notre vision sur le monde. Aujourd'hui, on a rencontré des personnes dans de multiples pays et on sait qu'on peut être accueilli dans tous ces pays-là et ça en tout cas, ça nous a ouvert, à ce monde qui était inconnu à nous et voilà, qu'on découvrait qu'à travers, les médias. Moi, j'ai jamais autant voyagé de ma vie et ça en fait, voyager autant et rencontrer autant de personnes, ça développe, une philanthropie, et un appétit à voyager encore plus, à découvrir les merveilles de ce monde. Mmh. Et il y a une chose aussi que je dirais pour compléter ce que Guillaume dit,
c'est que ce voyage ne nous a pas forcément transformés profondément. Alors effectivement, on change notre regard sur le monde, mais il a aussi énormément changé notre regard sur nous-mêmes et on n'a pas forcément changé, mais en revanche, on a pu mettre en exergue les points saillants qu'on devait travailler et donc aujourd'hui, on est beaucoup plus conscient de nos faiblesses et de nos forces, que ça soit les nôtres ou celles des autres dans le groupe et aujourd'hui, quand je suis avec Guillaume ou avec Guillaume ou tous les 3, parfois il y a des petits comportements et tout de suite on fait: «Ah ouais, OK, c'est comme ça que tu sais» enfin, je sais pas comment expliquer, mais tout de suite on sait comment l'autre fonctionne et on sait, quand est-ce qu'on peut l'embêter, quand est-ce qu'on peut pas l'embêter ou quand il a besoin d'être seul et ça, c'est des choses qu'on savait pas du tout avant, même si ça faisait des années qu'on se connaissait et donc ça, je Ouais. pense que c'est le plus beau des cadeaux aussi d'avoir pu voir nos faiblesses et les points sur lesquels on doit travailler et maintenant tout l'enjeu de ce voyage, c'est de mettre en œuvre les bons mécanismes pour répondre à ces faiblesses dont on est totalement, conscient aujourd'hui. Ouais, top. Le fameux Gnosis Automne, hein, connais-toi toi-même donc voilà, maintenant vous en voyez la force, Ouais. donc ça, c'est très intéressant et justement, oui, c'est vrai que c'était assez vous êtes sortis du confinement pour être assez confinés dans ce petit habitacle et dans cette aventure où effectivement c'est très vase clos, hein, c'est très huis clos, mine de rien, toujours ensemble, c'est pas évident. Alors comment est-ce que vous avez appris justement à gérer les tensions? Parce qu'on n'est pas, au meilleur de sa forme, quand on dort mal, plusieurs nuits, l'épuisement c'est vraiment pas la meilleure version de nous-mêmes qui ressort et puis on est différent effectivement au fur et à mesure. Bon, le premier mois, 2 premiers mois, OK, les petites manies de l'un qui agacent, ça passe et puis à un moment, ça passe plus du tout. On est fatigué, on en a marre, on en a plein les bottes, on se fait un peu chahuter à telle frontière, Qu'est-ce qui vous avait permis de dépasser, ça? Je suppose que c'était pas en un claquement de doigts, hein? Je suppose qu'il y a eu des tirages de gueule, quelques petits jours sous tension, c'est normal. Sinon je vous crois pas de toute façon. Mais ce qui est chouette, c'est de donner des astuces aux autres, ce qu'on a découvert. N'importe qui est mis dans une petite 4L comme ça pendant, 6 mois et des poussières, heu, en fait, c'est juste impossible que ça pète pas. N'importe qui, même, les personnes les plus zen, je pense, sans trop, voilà, m'avancer, mais et donc évidemment, nous, on est 3 gars, avec chacun nos fiertés, parfois voilà, notre assurance ou et donc c'était sûr qu'après un mois, il fallait qu'on trouve des ajustements. Donc le premier mois était difficile parce que enfin, quand je dis difficile, c'est-à-dire qu'on c'est comme dans un couple, on parlait du couple tout à l'heure. Très vite, on a découvert les petites habitudes du quotidien qui, en temps normal, parce qu'on se voit dans la vie de tous les jours, on les voit pas. Et puis quand on habite, parce que c'est un peu une grande coloc finalement, mais dans, 3 m². En plus, on dormait sous la tente, il y avait la fatigue, les comme vous dites, les enfin, vous disiez les passages de frontières, tout ce qui pouvait rajouter du stress et donc on mélange tout ça et évidemment, il y a des moments où, bah, on a envie de crier un coup ou se retrouver seul, sauf qu'on est toujours ensemble parce qu'en fait, il faut avancer aussi. C'est ça aussi la contrainte du voyage et donc il y a des moments où ça a pété, mais je dirais que c'est souvent des moments où on était vraiment exposé à soit une grande fatigue, soit à un grand moment de stress et il y a eu un peu 3 étapes dans le voyage. Il y a eu la première étape, à savoir le Caucase, où avec le fameux passage en Russie, où là, on ne savait pas du tout l'issue du voyage et on a cru même qu'on allait abandonner Bianca, après seulement 2 mois de voyage. Il y a eu le moment de l'abandon de la voiture, Kazakhstan, qui était aussi une source de stress et puis l'arrivée en Asie du Sud-Est, où là, le voyage prenait une forme totalement différente. Et à chaque fois, il y a eu un petit peu des crises localisées. Je dirais que la plus grosse a été au tout début, quand on a cru qu'on allait, abandonner Bianca. Je sais pas si tu veux ajouter un truc Oui, dessus? si, non, mais dans le sens où, oui, là, c'était quelque chose de matériel seulement, mais enfin, c'est une voiture, c'est pas grave de l'abandonner, mais vu qu'on avait basé tout notre voyage là-dessus, c'était vraiment le logo, dans le logo, il y a une voiture, donc on se voyait vraiment pas continuer. On se voyait pas, à laisser, Bianca, en Géorgie après 2 mois enfin, en voyage, alors que le cœur du voyage, pour nous, on l'attendait surtout en Asie centrale et en Asie du Sud-Est, donc abandonné aux portes, de l'Europe, je dirais, ouais, aux portes du Kazakhstan et de toute cette zone, géographique, était pour nous impensable, donc voilà, ça a créé des grandes tensions. Ajouter à cela, voilà, comme on dit, les imprévus, donc tout ce qui est imprévu, c'est on n'y pense pas sur le moment, mais dès qu'imprévu, se présente, typiquement, la frontière azerbaïdjanaise qui n'ouvre jamais, voilà, il faut savoir, réagir rapidement, trouver des solutions et se débrouiller et donc voilà, quand on n'est pas dans sa zone de confort et qu'on a le planning ne se passe pas comme prévu,
bien sûr, les tensions augmentent dans un groupe. Bien sûr. C'est comme le scoutisme, hein, on nous donne, une donnée et il faut improviser avec et résoudre une énigme. C'était à peu près un grand jeu scout, à hauteur, mondiale. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec la Et même odeur de chaussettes, j'ai entendu, ça, c'était compliqué ça, ouais. Mais bon, voilà, hein, ça fait partie du jeu et du folklore. C'était notre choix et alors vous posiez la question des mécanismes qu'on a pu mettre en place Oui. pour pallier à ce problème. Il y a disons un axe qu'on a dû vraiment énormément travailler, c'est la question de la communication. C'est Mmh mh. vraiment le socle de tout Carrément. et quand on a, préparé le voyage, j'avais 3 amis, de Paris qui ont fait à peu près le même, itinéraire il y a 5 ans, où eux, ils sont partis de Paris jusqu'à Saigon en sidecar Mmh. et ils nous avaient dit, «Les gars, le plus important, c'est que vous communiquiez toujours et que dès le départ, vous mettiez des mécanismes pour que chacun se sente à l'aise quand il y a un souci et tout ça» et Mmh. du coup, ce qu'on a organisé, c'est les merci pardon et donc tous les 2 jeunes, bah, au début, c'était tous les 2 jours, puis après, c'était toutes les semaines et puis, en fonction des besoins, parfois on le faisait plus, parfois on le faisait moins. C'était d'organiser une session de merci pardon autour du feu, merci pardon et donc chacun à ce moment-là remercie, quelqu'un pour, une chose qu'il a voilà, faite, à son égard et aussi, c'est aussi l'occasion, si on le souhaite, de s'excuser pour, quelque chose dont on voilà, qui a pu blesser l'autre et toujours dans une logique de voilà, d'écoute et de se livrer aussi pour comprendre, en fait, parce que parfois on se parle et en fait, juste on n'arrive pas à se mettre d'accord ou juste il y a des malentendus, et des malentendus tout le temps, en fait et donc ces sessions-là sont très importantes parce que ça permet de se calmer, de souffler un coup, se dire: «OK, pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Qu'est-ce qui a fait que? Je suis désolé, j'ai réagi comme ça parce que j'étais stressé alors qu'en temps normal, j'aurais pas voulu dire ça» et c'est toutes ces méthodes qu'on a pu mettre en place pour, voilà, vraiment communiquer parce que sinon les choses s'accumulent comme je disais au départ, que si, on met tout sous le tapis, ça explose à un moment donné, totalement imprévu et là, en fait, c'est la déflagration totale et personne n'est, en fait, en mesure de gérer le problème et ça peut empirer et ça, c'est arrivé pendant le voyage. C'est exactement la même chose pour la 4L, dès qu'il y a un petit problème technique et si on ne s'y attaque pas tout de suite, les problèmes s'accumulent et à la fin le moteur pète. Ça va être exactement la même chose. La ceinture, Ouais, la voiture a pété. elle a pété à un moment donné, ouais, mais bon, Parce qu'on se disait: «Non mais c'est juste, une petite fuite d'huile, on laisse, bon on verra ça plus tard» et ben en fait, il faut pas. Bah, justement, j'ai une question de ma petite fille Valentine à propos d'un ça l'avait tracassée cette histoire de voiture aussi, je sais pas pourquoi, parce qu'à 11 ans normalement c'est de pas la préoccupation principale. Mais elle est regardée un petit peu, elle est passée, avec moi, enfin elle est passée un moment où effectivement on voyait, quelques galères de bagnole, quand vous décidiez de jouer les chevaux de trait, les Comment vous avez fait pour toujours trouver une solution pour votre voiture? ah, bonne Alors question. oui, alors ce qu'il faut savoir, on le dit dans le documentaire, mais on est tous les 3 des littéraires, de formation et aucun de nous 3 ne savait, comment réparer une 4L avant le départ. On s'est formé sur le tas et surtout avec Hervé qui était notre mentor, dès le début du voyage pendant, 24 heures et donc on a vraiment appris les rudiments pour, voilà, réparer cette 4L, mais on était loin de savoir, tout réparer et c'est pour ça que pendant tout le voyage, on est resté en contact avec Hervé. On lui posait des questions régulièrement sur, tel ou tel, problème, voilà, qui chatouillait l'esprit, enfin, je Ouais. On n'y connaissait rien en mécanique. On avait besoin d'un stage express. Hervé, un retraité rencontré sur Internet, nous proposa gentiment de passer dans son garage pour nous aider à au moins atteindre la frontière italienne. On est quand même tous les 3 des littéraires. Ah, le soir de la Saint-Valentin, quoi. Quel enfer. Bah, on est le soir de la Saint-Valentin et on dort dans un garage. Et demain, on va nettoyer les soupapes. déjà, on est parti avec une voiture, en relativement bonne forme, donc les gros problèmes sont vraiment arrivés, en Ouzbékistan, donc c'était après 3 mois de voyage, 3-4 mois de voyage, donc c'est arrivé relativement tard et dans ces zones-là, dès qu'on n'arrivait plus à régler le problème, par nous-mêmes, ni avec l'aide d'Hervé, les locaux prenaient le dessus, au Kirghizistan. Après 2 jours d'arrêt, un berger a décidé de nous aider et là-bas, on est tellement débrouillards qu'on répare tout nous-mêmes, quoi. Là-bas, ils ont pas de service après, enfin après-vente, il y a pas de
voilà, enfin, il faut tout faire soi-même. Voilà, sinon tu meurs. Donc, le Mmh. berger sur place, il avait jamais vu une autre voiture de sa vie et il savait exactement où était le problème. Donc en fait, peu importe, même dans l'endroit le plus reculé, voilà, dans ces zones-là, tout le monde sait réparer une 4L, tout le monde sait réparer une voiture. Ils n'ont pas le choix. Donc on avait toujours trouvé une solution. Ouais. C'est chouette aussi d'avoir besoin des autres, hein, non? On a Mais toujours ce rêve d'autosuffisance et puis l'aventure devient tellement plus riche, stressant, d'accord, on est aussi d'accord, hein, c'est pas tout rose non plus, mais tellement plus riche, quand on a besoin des autres, non? c'était vraiment le pari qu'on s'était fait, à savoir Mmh. que si on prenait cette voiture, on savait pertinemment qu'on allait être, dépendant des gens à 100. Mmh. Parce que clairement, comme Guillaume l'a dit, on est des littéraires, donc moteur est lisible maintenant, à Oui. la fin des voyages et ça, c'est quand même aussi Bien. super. Mais mine de rien, on a quand même eu besoin des autres et en fait, ça nous a ouvert la porte, de tellement de yourtes, de maisons, de cabanes, en fait, de gens, de familles qui nous ont aidés, que ce soit juste pour un bout de plastique, pour caler la portière, pour une nouvelle durite, pour un nouveau câble, pour un nouveau filtre à air, n'importe. En fait, les gens étaient d'une générosité, exceptionnelle et donc grâce à ça nous a fait, des points de chute, magnifiques et aujourd'hui, on a encore des contacts, notamment grâce à ces problèmes mécaniques qui nous ont permis de rencontrer des gens et chez qui on pourrait aller aujourd'hui, demain, que ce soit en Mongolie, en Asie du Sud-Est, en Ouzbékistan, en Russie, en Albanie, en Italie, voilà. Partout, en fait, c'est partout. C'est vrai, finalement, si on se rend compte, on a envie de parfait, que tout aille bien et cetera et en fait, c'est quand il y a un grain de sable dans l'engrenage et je n'utilise pas la métaphore, en toute innocence, qu'on quelque part, on laisse de la place dans sa vie à l'autre, Mmh. et que la rencontre peut se faire vraiment. Le grain de sable dans l'engrenage, c'est parce que c'est vraiment ce qui a eu raison de Bianca, Oui, oui, au final, hein? plusieurs tempêtes de sable au Kazakhstan et au Ouzbékistan ont bien amoché le moteur et avec un manque de garage à proximité ou de pièces, ouais, détachées, hein. Mmh. Mmh. À des moments, on a dû se faire tracter parce que voilà, les 4L, c'est des vieux modèles, donc c'est des voitures qui ne sont pas censées, de base, c'était une voiture de la Poste en France et donc elle est pas censée faire, se trouver dans des chaleurs, d'une telle intensité ou se retrouver à une altitude, de 3 à 4 000 mètres. C'est vraiment des voitures de campagne, voilà, pour aller distribuer le courrier dans le village d'à côté, pas pour effectuer ce genre d'efforts, Mais c'est ça qui était beau aussi, c'est le challenge. Mais C'est-à-dire, on voit les chevaux galopant, dans les plaines, tous oui. ces chevaux sauvages, absolument génial et puis la petite 4L. C'était très trop chou. J'adore. mais c'est sûr qu'elle était pas faite pour ces routes et d'ailleurs, en parlant-en des routes du Kazakhstan, c'est notamment à cause de celle-ci que le démarreur a lâché. En fait, il faut savoir que c'est comme si, il y avait 4 marteaux-piqueurs qui étaient collés aux roues, attachés Mmh. aux roues et que quand tu roules, en fait, ça fait un peu comme dans les clips de rap américain des années 80, 90, où on voit les voitures qui font comme ça. Ben nous, c'était pareil, mais c'est juste parce que les suspensions parfois lâchaient ou juste parce qu'il y avait des espèces d'énormes nids de poules. On pensait que la Belgique avait des mauvaises routes, mais alors, venez une fois au Kazakhstan et vous comprendrez votre Ouais, on douleur. est content, hein, quand on vient sur les routes ici, je Ah me souviens une fois, Franchement, une on est route au ravis. Tchad où, on était cassés, on a miaulé: «Oh bah, on a fait 50 kilomètres». «Quoi? Seulement? Mais je Oui, suis oui, c'est mort!» ça, hein. C'est On a dû faire 100 kilomètres en une journée, mais non, non, c'était pénible, quoi. bah, oui, les Ouais, ouais. distances prenaient 9 heures de route, oui, c'était Ouais. Et tu reviens sur les autoroutes en Belgique, tu dis: «Oh, c'est bien. oui, Oh, que c'est c'est bien, bien. C'était propre, Oh, c'était mal. qu'on est Alors, bien». on aime bien. Tout au long de l'Odyssée, nous jetions l'ancre dans les stations-service, faisant office de point de ravitaillement pour notre équipage. Il s'est avéré que ces lieux étaient un terreau favorable à la rencontre. 20 secondes après qu'on soit passé près de la borne à essence, bah, le truc s'est écroulé au-dessus. Bah du coup, comme on a aidé, le mec nous invite pour un petit chai, un petit thé. il y a quand même un truc à dire, c'est que les stations-service étaient fantastiques. Oui! Bah, pour des pays, C'est dingue ça. C'est dingue, ah ouais. C'est les stations-service, c'est le futur. Par contre, la route, c'est le Moyen Âge. On comprend pas trop, où est-ce qu'il voilà. oui, ou par l'argent. Ils C'est essaient un de faire une bonne moyenne, hein. Oui, c'est ça. Bon, c'est toute pas façon, mal de c'est la trouver un merde, mais compromis, à mais l'arrêt, ils pourront souffler. ouais, c'est ça. Donc voilà, mais on s'est débrouillé comme on a pu et on a appris, voilà, avec le temps et aujourd'hui, on sait à peu près lire un moteur, en tout cas avant les années 2000. Donc ça, c'est quand même, une super nouvelle et Ouais, il y a quelques potentiellement, on mises à jour à continuera à faire, rouler hein, en mais 4L. on est plus tout à Ouais, fait en 2000, mais ça va. c'est ça, exactement. Ouais, oui, c'était sympa sur les stations essence. Je voyais que vous étiez partis avec un ballon, c'est ça? Oui, oui, Un oui. autre langage universel ou un autre moyen de connexion universel?
Donc ça venait l'idée venait de Guillaume qui voilà, est aussi entraîneur de foot et il voulait Mmh. absolument prendre une balle, pendant le voyage et il a eu raison parce qu'on s'est aussi rendu compte que le foot est un langage universel aujourd'hui, accessible à tous. C'est le sport le plus simple à mettre en place. On peut jouer absolument partout au foot. Tout le monde peut jouer et c'est un moyen d'échanger, sans parler, très positif et drôle. Dans les stations-service, il y a les ça existe vraiment, à l'est et à l'ouest, mais vraiment en dehors de l'Europe, c'est les one euro jobs, les pompistes qui servent l'essence. On n'a pas ça en France ni en Belgique. Voilà, eux, ils passent leur journée à faire ça, donc si on peut un peu les divertir et passer un peu du plaisir, parce qu'ils passent leur temps dehors à faire une petite partie de foot, ça les rend heureux et c'est un moyen de communiquer, quoi. C'est le sourire qui s'en est pris le plus plein la poire Ah oui, pendant le ça c'est voyage. Vous devez sûr. même coller un Oui, sourire sur le ballon, mais Ouais, ouais. Bah, on c'était oui, c'est un peu le message de on transmet le sourire, voilà. clair. c'est une manière symbolique de le faire. Dans tout ce que vous avez, traversé, ça va pas être possible malheureusement d'ailleurs de détailler les 22 pays, mais j'invite vraiment les gens à aller voir votre compte Insta, parce que je sais, vous avez bien, bien communiqué là-dessus, et c'est vraiment, des belles images puisque, beh, voilà, Guillaume, il y a du métier là-dedans, hein. Donc vraiment, il faut aller voir ça. Mais alors si je vous dis le pays le plus, et c'est à vous de dire le pays le plus quoi? C'est quoi le premier qui vous vient à l'esprit? Parce que bien sûr, ils en valent tous la peine, c'est évident, mais À commencer par la Belgique d'ailleurs, hein. Mais mine de rien, on était content de découvrir autre chose. Si je commence, moi je dirais sans aucun doute la Géorgie. Guillaume savait que j'allais dire ça. Pour, énormément de raisons, parce que ça a été un peu le passage, le grand passage. Je dis souvent que ce voyage a été on le dit tous, et c'était un peu l'objectif, un voyage initiatique et ce passage, en Géorgie, ça a été 3 semaines de labeur, ça a été 3 semaines de stress intense, avec la libération à la fin et donc pour nous, ça a été un peu la grande étape, le test, de savoir comment est-ce qu'on réagissait à l'imprévu, comment on réagissait au stress, aux interrogatoires, au passage de frontières très compliqué, à la pression de se faire arrêter, par la police, enfin bref, plein de raisons et donc toute cette période-là jusqu'à la Kaz au Kazakhstan, pour moi, ça a été, vraiment magnifique et en même temps très stressant, mais la sortie était magnifique et donc la Géorgie m'a vraiment marqué et aussi notamment pas pour que les raisons, internes, à savoir l'administratif et tout ça, mais aussi par les paysages, la beauté de la nature, aussi la beauté des conversations qu'on a eues avec les gens, parce que les Géorgiens sont vraiment un peuple magnifique, très axé autour de la culture, évidemment orthodoxe. Notamment, on était, en Géorgie au moment de la Pâque orthodoxe, donc c'était vraiment un moment où le peuple était très pieux et c'était beau de voir tout ce pays uni autour de ces belles valeurs. Puis, toutes les traditions aussi autour du vin, on dit que c'est le plus vieux cellier du monde, donc tous ces petits aussi monastères qui sont perchés dans les montagnes, enfin, je veux dire, c'était quelque chose qu'on connaissait en même temps qui était tellement loin de chez nous, donc moi, personnellement, c'est la Géorgie. Je recommande, mmh. évidemment Tu peux nous et décrire un paysage de Géorgie, beh, c'est Bucolique. je dirais une grande rivière avec une espèce de steppe et puis une première chaîne de montagnes rocailleuses et derrière ça, une grande chaîne de montagnes enneigées, avec la Mmh. Russie derrière et il faut imaginer des aigles et des petits monastères, perchés dans la première chaîne de montagnes rocailleuses. Des petits monastères, vous savez, un peu comme en Arménie, avec les toits pointus et évidemment beaucoup de chevaux, de chiens errants et des routes un peu cabossées, en serpentin. Ça, c'est pour moi la Géorgie, à la fois, désertique et abondant. Enfin, c'est assez étonnant, mais avec ces chaînes de montagnes, qui valsent, on dirait des valses autrichiennes. Je dis ça, dans mon livre, Mmh. mais avec ces manteaux blancs au-dessus, c'est juste magnifique. Waouh! Et puis ce grand soleil, parfois teinté de nuages, je pars un peu dans une poésie, mais Mais chouette, non, c'est globalement, génial, c'est ça attends. que j'ai comme, celui qui part c'est votre cacahuètes. Bah, non, non, mais Donc voilà, Mmh. ma certaine idée de la Géorgie. Ouais, c'est étonnant, hein, ce paysage paisible et en même temps le stress de se dire: «Bon». Quoi, vous aviez peur de pas réussir à rentrer, puis de ne pas réussir à sortir, en fait, de ce pays, ou? Mais pour terminer par rapport à ce que Guillaume disait sur l'Azerbaïdjan, on devait passer initialement en Azerbaïdjan et puis traverser la mer Caspienne en cargo jusqu'à Aktaou, qui est la ville, frontalière avec, le Kazakhstan, donc qui est une ville portuaire aussi.
Sauf que l'Azerbaïdjan était fermé à cause du conflit avec la Russie, du conflit avec l'Arménie et le Pour le Haut-Karabakh. Covid aussi, c'était Et puis il y a le Covid aussi, voilà. Et donc tout ça D'accord. fait que politiquement, ils ont décidé de fermer les frontières terrestres. Donc on pouvait toujours s'y rendre en avion avec un test Covid, mais ça n'avait aucun intérêt pour nous dans la mesure où on voulait continuer le voyage avec la voiture. Et donc on avait deux choix qui s'offraient à nous, soit de partir en Iran ou en Russie. Donc deux pays un peu compliqués en ce moment, surtout avec le cas d'Olivier Van de Castel à l'époque. C'était un peu compliqué pour les Belges de se rendre en Iran. Ah oui. Ah Et, oui. ben, pour les Français en Russie avec voilà, toute la position de l'OTAN notamment. Et donc, pour nous, c'était pas vraiment l'idéal, que ça C'était soit pas l'un ou serein, quoi. l'autre. Et puis, on a quand même décidé de partir en Russie parce qu'on avait rencontré un couple d'Autrichiens retraités. On les voit dans le documentaire qui nous ont convaincus d'y aller. Et ça nous a donné beaucoup de confiance. Mais du coup, c'est pour ça qu'on est resté autant de temps en Géorgie parce qu'on a dû vraiment évaluer toutes les options possibles et imaginables. On voulait même envoyer la voiture par train, par bateau, sans qu'on y soit dedans, mais ça coûtait beaucoup trop cher. Donc, on s'est dit: «On va le faire nous-mêmes, advienne que pourra» et on l'a fait. Oui. Voilà. Mmh. Surtout on se rend compte que ce voyage en fait aurait été d'une simplicité, monstre, sans la voiture en fait. On aurait pu réussir tous nos Bien sûr. on aurait pu aller dans tous les pays, qu'on désirait, dont la Chine, sans voiture, mais c'est justement le défi était là, à emmener cette voiture, Le plus loin le Mmh. possible. plus loin possible. OK, belle histoire, la Géorgie, j'ai adoré. Cet appel du vide, de liberté que nous ressentions depuis le début, nous allions y répondre dans les steppes. Un billard immense, à perte de vue, où règne en maître le vent, la poussière et les chevaux. Le rêve de l'homme à portée de main. Ah, j'aurais bien aimé être avec vous. Bon, malheureusement, là, je suis en plein dans le désert kazakh. Et nous, on aimerait bien être ça se passe bien, vous avez des bonnes belles rencontres. Ouais, des rencontres tout le temps, tout le temps. Vous vous rendez pas compte, les Kazakhs sont au taquet. C'est-à-dire que dès qu'on passe à côté de gens, que ce soit à la station-service, au restaurant, même sur la route, parfois ils nous arrêtent. Ils demandent de prendre des photos avec nous, on parle, on est accueillis, on a fait la rupture de jeûne du Ramadan. Guillaume, tu veux nous expliquer ton pays le plus? Oui, alors bah, moi le mon un peu enfin j'ai beaucoup de pays et là je partage, tout ce qu'a dit Théo par rapport à la Géorgie, mais mon pays coup de cœur, c'est vraiment le Kazakhstan, parce que c'était pas la première fois que j'y allais et le fait d'y retourner, voilà en 4L, aller de chez soi, dans jusqu'au Kazakhstan, par ses propres moyens, c'était une émotion que je souhaitais vivre absolument. En fait, depuis le début du voyage, j'imaginais Bianca dans la steppe kazakh et je voulais vivre ce moment, je l'ai vécu et c'était un rêve un peu réalisé. Le peuple kazakh est très, très impressionnant parce que c'est vraiment une petite population qui vit sur, des hectares et des hectares, enfin, c'est des kilomètres carrés de désert. C'est en fait, là-bas, c'est le vide total, c'est le pays du cheval, et quand on y est, on a une sensation de liberté totale. Et un peuple très, très accueillant. Quand ils nous ont vus, à chaque fois, on se faisait accueillir dans les villages, comme des rois. C'était dingue comment, dès qu'on avait même pas besoin d'aide, on arrivait dans un endroit et les gens se ruaient vers nous pour nous proposer de l'aide, nous proposer, un logement, ben, c'était vraiment une sensation, assez dingue d'être autant accueilli, voilà, sans en avoir, rien à prouver. Voilà, c'était, des moments très forts. Le Kazakhstan aussi pour, sa diversité, bah, voilà, de géographique, de paysage. On est passé vraiment du désert aux steppes, donc voilà, des plaines vertes. Il y a aussi, près d'Almaty, les montagnes. C'est très diversifié et Il y a c'est des grands lacs, les grands lacs de sel aussi, des monts enneigés, il y a en fait, il y a même la Sibérie kazakh qui est beaucoup au sud de la Russie, avec aussi des énormes montagnes et des steppes enneigées. C'est juste absolument magnifique.
Ouais, c'est Et très diversifié. C'est là-bas aussi dans le documentaire qu'on voit des trucs, mais c'est plat, plat, ouais, plat, c'est plat, ça, c'est rail, la pas steppe un kazakh. arbre. Ouais. Oui. J'ai même ma petite fille qui arrive à ce moment-là qui dit: «Mais comment ils font pour respirer s'il y a pas d'arbre?» Et Trop pourtant, il y mignon. en a, mais c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup. L'Ouzbékistan Sur est ces beaucoup prises de plus, vue-là, on n'en voyait vraiment rien. Tu te dis: «C'est est beaucoup plat et il y plus a rien». ouais, C'est ouais, incroyable. mmh. Ouais, Mais ouais, donc ouais. en fait, je compléterais sur ce que Guillaume dit par rapport à ce vide, en fait. On parlait du sourire intérieur tout à l'heure et du côté spirituel. Le Kazakhstan a été une vraie porte d'entrée pour, se plonger vraiment dans notre intérieur. Avant ça, c'était magnifique, on vivait des beaux moments, mais le Kazakhstan, ça a été un grand vide, devant nous et donc ça en fait, ça aide énormément d'avoir le vide autour de soi parce que du coup, on peut le faire à l'intérieur aussi. Dans notre société actuelle, voilà, on est toujours attiré, de 1000 façons. L'esprit est toujours, divague et toujours attiré par 1001 choses. On est toujours en activité cérébrale et là, c'était un peu le moment de, voilà, de vide total. Il y avait rien à l'horizon. On était seuls à 3 avec nous-mêmes et donc c'était vraiment propice à la réflexion intérieure, à l'apaisement aussi et des moments de silence, qu'on attendait depuis, longtemps, depuis le début du voyage. C'était un peu, voilà, ressourcer un peu, bah, comme on l'a dit au début de l'interview, mais le sourire intérieur. C'était La reconnexion réelle. Il y avait encore du réseau là-bas, où vous aviez des téléphones satellites, où vous aviez vraiment à un moment plus rien, justement, du tout? ça dépendait des moments, enfin, Ça dépendait parce que les moments, évidemment, on était dans le désert, donc on n'avait pas et ça faisait du bien. On avait un téléphone satellite au cas où, que le père de Guillaume nous avait donné. Donc ça, c'était quand même, une chance de l'avoir au cas où il y avait vraiment un problème, mais on n'était jamais vraiment seul. Savoir qu'il y avait toujours au moins une voiture qui se baladait à l'horizon, c'est quand même, un pays, où tout se fait en voiture, donc heu, on n'était jamais vraiment seul, sauf quand on allait s'isoler dans le désert, ça nous est arrivé quand même, notamment en Mongolie. Mais sinon, on pouvait facilement, je pense, retrouver quelqu'un et sinon, on avait un téléphone avec nous, avec une carte du pays pour, voilà, pour notamment, beh, communiquer avec les associations, si on avait un problème. Donc on n'était jamais totalement, coupés. On pouvait le faire pendant 1 ou 2 journées, volontairement, mais on avait toujours un point d'accès si besoin. Mais, ça nous a jamais vraiment angoissés. Objectivement, le but était vraiment de faire le vide, donc, dès qu'on pouvait se séparer de nos téléphones, on le faisait et c'était très agréable par ailleurs. Ah, je me suis dit: «C'est peut-être arrivé au bon moment quelque part», j'ai eu peut-être que Bianca vous a fait un beau cadeau en lâchant parce qu'à un moment donc vous avez dû continuer plutôt à moto, enfin pas il y a eu un train, il y a eu de la moto et cetera et je me dis justement retrouver un peu d'individualité et ne plus être tout le temps dans le groupe, c'est avoir un peu d'espace mental, sans ça peut-être fait du bien, hein. Je me dis: «Ils sont peut-être arrivés justement à pouvoir un peu, respirer dans ces grands espaces», bah, dans le documentaire, on annonce quand même qu'on perdait un peu notre, cocon ambulant. C'était, Oui, cette aussi, ouais. voiture, on s'y était tellement habitué, on avait tellement nos petites habitudes, les objets un peu essentiels éparpillés partout dans des endroits stratégiques et donc le fait de se retrouver avec un sac à dos sur le dos et un peu plus vulnérable, on va dire, voilà, c'était un peu le côté, dérangeant en perdant Bianca. Mais oui, c'était aussi, retrouver un peu de liberté parce que quand on a une voiture, on est aussi dépendant de l'essence, de beaucoup de choses, de beaucoup de paramètres mécaniques et donc le fait d'être plus, volatile et pouvoir se déplacer beaucoup plus simplement, donc sauter dans un train, louer une moto et voilà, c'était beaucoup plus simple en termes d'organisation technique et voilà, pour se déplacer et aussi, voilà, avoir plus de moments seuls, on va dire, moins collés aux 2 autres. C'est sûr que ça, d'une certaine manière, ça nous permettait de faire la relecture de ce qui venait de nous arriver et dans ce sens-là, de prendre un peu des moments d'écart, notamment en Mongolie. On a chacun pris un peu des temps où on pouvait, voilà, se faire des marches seuls ou, de pouvoir écrire dans nos carnets, d'aller lire sans être toujours, les uns les autres, dans la même pièce, enfin dans le même habitacle. Donc effectivement, c'est un mal pour un bien, mais ça reste quand même une grande Ça reste un déchirure mal, ouais. qu'on a réussi à pallier du coup, notamment grâce au fait qu'on est retourné chercher la voiture et qu'on a du coup un peu prolongé cette aventure, d'une autre manière et bien entendu, puisque c'était pas le but de faire revivre tout ce qu'on avait déjà vécu, mais en tout cas de, ramener la voiture à bon port. On a quand même vécu beaucoup des péripéties avec Guillaume, mais en tout cas, on a permis de aussi ça nous a permis quand même de retrouver Bianca, un petit peu et puis maintenant on l'a ici à Bruxelles, donc ça, c'est aussi génial. J'ai la question d'Amandine, 9 ans ici, aussi pour vous. Est-ce que vous avez déjà voulu arrêter? Bah, c'est un peu, je pense, l'idée qu'on a eue, c'est aucun de nous 3 n'a jamais voulu vraiment arrêter.
on était après le nombre d'obstacles qu'on avait vécu, on était sûr d'arriver au bout. Après, c'était oui, dans quel état on allait arriver, dans quelle situation. Heu, on en fait, des gens, avant notre départ, nous disaient: «Vous n'irez jamais plus loin que Mons». La preuve est, qu'on est allé jusqu'au bout. Voilà, on n'a pas su ramener la 4L et pu ramener la 4L jusqu'au bout. Donc voilà, il y a aussi, les rêves et la réalité. Mais, on même dans les moments de crise, on n'a jamais voulu arrêter parce qu'on avait emmené tellement de personnes dans notre aventure et que c'est un voyage qu'on maturait depuis plus de 2 ans et de quelques problèmes techniques ou voilà, d'entente entre nous n'allaient pas nous stopper, en si bon chemin. Et en plus, enfin vraiment, mais, nous étions, liés à 2 associations et donc voilà, on ne Oui, pouvait pas, aussi. Ouais. voilà, les laisser, sur le bord de la route. On comptait dans tous les cas les rejoindre et honorer un peu notre engagement, voilà et annoncé, au départ. Et donc est-ce que c'est important du coup d'avoir accroché votre rêve, vos envies, à quelque chose d'un peu plus grand finalement? Est-ce que ça a aidé? Je pense que ça nous a beaucoup porté et on a reçu énormément de soutien des associations, notamment, au travers des lettres qu'on recevait des personnes âgées dans les EHPAD et dans les homes en Belgique et en Ah oui, comment ça France. se passait alors? Vous écriviez un petit peu le Ouais, voyage et vous écrivez en retour? donc en fait, on les avait rencontrés au préalable, donc on les avait rencontrés avec la 4L déjà. On leur avait fait une petite présentation de l'objectif, on leur avait montré les cartes, on leur avait montré, voilà, toutes les pièces qu'on allait emmener avec nous, notre sac à dos. Enfin, c'était vraiment une manière de leur expliquer en amont tout ce qu'on allait faire et puis leur expliquer aussi que, notre but, c'était de les faire voyager avec nous au travers de ces petites lettres, ces petits rapports mensuels qu'on leur envoyait. Au début, c'était toutes les 2 semaines et après ça s'est un peu, ralenti parce qu'on n'avait pas tout le temps la connexion, ça prenait du temps de rassembler les informations, mais on a quand même Vous maintenu ce aviez que la lien. voiture de la poste, vous aviez pas la poste. Exactement, c'est ça. Mais le plus important, c'était de maintenir ce lien. Ça, c'était vraiment important pour nous et il se fait que dès le départ, on a reçu des super conseils, je me souviens des petites des personnes âgées, des petites dames qui me disaient: «Oui, voilà, j'ai toujours rêvé d'aller à Samarcande, en Ouzbékistan, visiter ça pour moi» ou bien apparemment on trouve des super bonnes filles en Géorgie, Ah, des bons ou conseils, «Ramenez-moi la oui. nourriture de Mongolie», tout ça. Enfin, c'était génial parce qu'en fait, on sentait qu'il y en avait qui avaient fait aussi beaucoup de tours du monde, qui avaient voyagé, donc ils nous Et donnaient c'est des conseils. quoi la nourriture de Mongolie qu'il faut Ah bah, ramener? justement, c'est pas grand-chose. Du cheval, ouais, du cheval et oui, du chameau, oui, c'était pas mal. Mais et donc en fait, voilà, on s'envoyait ces lettres et ils nous répondaient. Donc notamment au travers des responsables des activités des mômes, ils organisaient des ateliers d'écriture et donc il y avait une lettre commune qui était envoyée avec la signature des résidents, pour dire: «Bah, voilà, on a bien lu votre lettre, nous, ça se passe comme ça, on a eu une activité, je sais pas moi, sur un jeu, on a regardé un documentaire et on pense bien à vous, envoyez-nous de vos nouvelles». Et donc c'était beau parce que ça nous portait, on savait qu'on avait ce lien et d'une certaine manière aussi, on savait qu'on voulait pas les décevoir. Un peu comme Mmh. des grands-parents à qui on voulait, donner le meilleur parce qu'on voulait leur montrer que voilà, ils pouvaient être fiers de nous. Et ça, c'était magnifique parce que ça nous donnait vraiment du peps pendant toute la traversée. Est-ce qu'ils ont compris à quel point ils vous ont été utiles? Parce que justement, les personnes âgées, c'est toujours le drame, ce sentiment d'inutilité, c'est Mmh vraiment mh. très dur pour un Mmh. être humain, donc Et bien, en est-ce que fait, on est venu les voir à la fin du voyage qu'on a ramené la voiture, et on a donné plusieurs conférences aussi notamment, mais on est revenu voir notamment l'homme des personnes, âgées avec qui on avait vraiment eu un lien très fort et c'était magnifique parce qu'on a pris tout on a en fait, on leur a expliqué qu'ils nous avaient aidés, on a expliqué que voilà, on était ravis d'avoir ce lien épistolaire avec eux. On a pris des photos à la fin avec la 4L, ils étaient ravis, il y en avait qui étaient là: «Ah «Oui, j'avais la même voiture» et tout ça, ils étaient assez émus. Je sais pas s'ils mesuraient exactement la portée de notre voyage dans la mesure où on avait vraiment vécu des choses très fortes. On essayait de les transmettre dans nos lettres, mais peut-être qu'il y a une petite part de déconnexion parce qu'ils sont à Bruxelles dans leur home et que peut-être qu'ils réalisaient pas exactement l'ampleur, notamment, au travers du documentaire qui pas parfois même le documentaire je trouve, ne témoigne pas exactement de ce qu'on a vécu parce que, c'est pareil pour les amis proches ou nos familles, on leur expliquait ce qui nous arrivait et en fait, ils avaient un petit peu du mal à percevoir, et c'est qu'une fois qu'on est rentré, qu'on a vraiment pris le temps de leur expliquer, qu'ils ont un peu mesuré la chose. Par ailleurs, on a rencontré des gens pendant le voyage qui vivaient un peu les mêmes aventures que nous et la connexion était beaucoup plus facile parce qu'ils vivaient exactement les mêmes choses que nous et donc ça, c'était quand même important aussi de pouvoir, se confier à des personnes qui vivaient la même chose. Parce que parfois on expliquait nos aventures, mais
comment expliquer ça? Il y avait un peu un filtre, on voulait pas tout dire non plus ou montrer, que le on essayait de montrer quand même une belle partie de notre voyage, le meilleur. Donc je pense qu'ils ont pris la mesure, mais sans, forcément tout comprendre. Mais en tout cas, je pense que par rapport à cette question de l'inutilité, ça, je pense que ça leur a, dans une modeste mesure, permis de voilà, d'apporter une pierre à l'édifice dans notre voyage. Mais c'est super, oui, non, c'est chouette, s'ils ont pu ressentir ça, ça rend un petit peu, de fierté d'exister quelque part, donc c'est non, c'est un concept intéressant quand même. Et alors l'arrivée, la deuxième à se raconter un peu cette arrivée là-bas, tu as dit que c'était un peu une anti-apothéose parce que vous étiez juste claqués, on réalise pas trop qu'on est au bout, Ben, je me rappelle que oui, le moment où on est arrivé, on s'est fait déposer par le tuk-tuk, à 5 heures du matin, à côté de Plan Souris d'Enfants. On n'y croyait pas. On avait l'impression d'être dans un rêve, que c'était l'objectif depuis, on y pense depuis 2 ans, mais voilà, pendant tout le voyage, on disait: «Il faut arriver à PSE, il faut arriver à PSE» et le jour où tu arrives à PSE, tu y crois pas. Tu te dis: «Mais en fait, on a réussi». En tout cas, on a, on est arrivé à l'assaut et on va enfin pouvoir rencontrer, toutes les personnes avec qui nous sommes en contact, dont la troupe scout, avec Sopanot qui est encore le chef des troupes scouts et c'était un plaisir et un peu une sorte d'enchantement de pouvoir enfin rencontrer toutes ces personnes, qu'on avait vues, à travers déjà le documentaire Les Pépites, plus, voilà, enfin rencontrer Marie-France, la fondatrice. C'est voilà un rêve de gosse, réalisé et c'était l'effervescence totale pendant une semaine parce que nous sommes restés vraiment une semaine sur place à découvrir l'association, faire la visite, voilà, de chaque, partie de l'asso, comment ils gèrent, Exact, ouais. et donc les enfants qui sont là-bas, c'est des enfants, qui sont Les vraiment très enfants, pauvres? leur but, c'est vraiment de sauver les enfants les plus pauvres du Cambodge. Donc, c'est vraiment leur but. Il faut savoir il y a un corps, à Phnom Penh, donc elle a été déplacée, mais avant il y avait une décharge énorme qui était au cœur de Phnom Penh, donc vraiment dans le centre-ville et il faut imaginer, c'est comme si on est, dans les Ardennes et qu'on voit des jolies collines et ben là, c'est des collines de déchets. Mais vraiment, c'est impressionnant, c'est des monticules, qui Bah, peuvent aller jusqu'à, 10 mètres de haut. Enfin, c'est vraiment très impressionnant à partir du sol. c'est comme un terril, mais C'est comme un terril de de déchets, déchets. mais sur, plusieurs, enfin, sur au moins plus d'1 kilomètre. Donc on est vraiment en immersion totale dans ces montagnes de déchets et les enfants ont grandi là-dedans. C'est-à-dire que les parents vivent dans des espèces de petits bidonvilles à côté et le but, c'est d'aller chercher les déchets, de les trier. Alors parfois, ils se font un peu d'argent avec ça, ou bien, De juste glace. ils essaient de trouver la nourriture ou de voilà, de trier le plastique. Mais il faut voir qu'il y a les tractopelles qui passent pour, amener les déchets. Donc en fait, ils ont que faire des enfants qui sont là-dedans. Nous, on a pu visiter le dernier, la dernière décharge de Phnom Penh, grâce à Sopanot, donc le chef scout qui nous a permis de le faire. On a vraiment vu des enfants qui, avaient, le buste, qui avait enfin les déchets, recouvraient jusqu'au buste, de leur corps. Donc ils marchaient dedans et ils vivaient là-dedans et à partir de là, on s'est dit: «Waouh!» Là, on a compris toute la teneur aussi, enfin l'ampleur de l'association. Et donc l'association, vraiment le but, c'est de les enlever de cet endroit-là, de leur donner une vraie formation pour qu'ils arrivent dans un métier et parfois les familles, c'est un manque à gagner que leur enfant aille à l'école et du coup, PSE en échange leur offre 1 kilo de riz. Je sais plus si c'est par mois ou par semaine, mais ça permet du coup d'ajuster, le coût, de l'enfant, La qui perte, voilà, voilà, Mmh, la de main-d'œuvre revenus, en oui. quelque la perte de revenus que Mmh, l'enfant oui, c'est peut normal, générer. c'est légitime, hein. Donc Quand on crève heu, de donc faim, voilà. peut pas Donc se c'est aussi permettre. notamment pour ça que les dons, partent, à PSE parce que ça permet aussi de sauver les enfants des bidonvilles. Donc c'est très concret. C'est-à-dire que quand on donne 10 €, on sait qu'en fait, ça sera 5 € pour un paquet de riz pour un mois et du coup, un mois de scolarité pour un enfant, plus il aura un livre, un sac à dos, un crayon et un uniforme. Donc c'est vraiment, c'est magnifique parce que là, on voit tout de suite l'impact qu'on peut avoir sur ces enfants. Il y a pas de filtre, ça va vite et donc ça, c'est vraiment une mission magnifique. et je pense qu'on Waouh! n'a jamais Mmh. vu autant d'enfants souriants. Ouais. Enfin, ça en fait, ils sont, je pense, tellement heureux, d'avoir été sauvés en quelque sorte et c'est aussi quelque chose de très, cambodgien. Le sourire est très présent sur les visages Oui, des Cambodgiens oui, et encore mmh. plus de ces petits enfants qui vivent, voilà, une Ils vie, sont magnifiques en fantastique. plus. Ouais, j'ai Oui, vu oui. très belle photo effectivement d'enfants de Cambodge, oh, ils sont radieux, c'est vrai, Mmh. c'est
quand ils ont l'occasion de sourire, parce que comme elle le disait, quand Ouais. ils ont fondé leur association, ils souriaient pas les enfants. Mmh. Ils souriaient pas, donc c'est beau après de voir que son travail maintenant, sont entourés de sourires, hein, tous Ouais. les jours. Oui, elle était très touchante cette dame, j'y reviens, c'est vraiment ça m'a fort marqué dans votre, documentaire. J'aime beaucoup cette photo. Alors cette photo, c'est Christian sur la décharge. Oui, on avait déjà démarré, enfin, c'était le tout début, hein. Mais, mais les enfants, pour l'instant, ils sourient pas. Maintenant, ils sourient, hein, si vous les voyez dans la cour. Ils font partie de ces enfants qui sont passés par ici, probablement, mais voilà, pour les sortir de la décharge. Mais ouais, ils sourient pas beaucoup, hein. Et on a créé ça pour faire revenir les sourires, justement. Parce qu'ils n'avaient pas, je peux vous dire. La décharge, c'était horrible. En fait, on appelait ça pour un sourire d'enfant parce que on s'était dit que si pendant notre retraite, on pouvait ramener le sourire sur le visage d'un enfant, on n'aurait pas perdu notre temps. Alors, il y en a un peu plus, là, mais voilà. C'est pour ça que ça s'appelle pour un sourire d'enfant. Alors j'ai toujours des questions, toujours les mêmes à la fin. Quel était pour vous l'objet indispensable, chacun? Un objet indispensable, un truc à avoir en aventure pour vous en disant: «Ah alors ça, j'y aurais pas pensé, mais Bah, moi, j'en ai un, c'est, une on bielle!» non, non, c'est quelque chose de beaucoup plus simple, mais c'est, on a pris un J'ai pas les mots avec nous, qui est un petit carnet, qui a été créé par le routard. C'est un carnet de pictogrammes, Je vois il y a à peu très près, bien. voilà, 300-400 pictogrammes et donc ça nous a aidés, dans plein de situations, voilà, pour montrer le pictogramme, dont on avait besoin. Typiquement, une Pharmacie, prise, nourriture, boisson, essence, voilà, Gare. station essence et voilà, donc on montre le pictogramme et les personnes nous guidaient, dans la mesure du possible. Une bouteille d'eau en lit, Donc voilà. oui, oui, une je l'ai chaussure. feuilleté chez Ice Adventure, que c'est là que je l'ai découvert, et j'ai dit: «Ah mais c'est trop génial en fait!» et puis après je me suis dit: «Oui bon maintenant qu'il y a les applis qui traduisent, à peu près toutes les langues, il y a peut-être plus trop besoin» et puis Mmh mh. bêtement au Laos, le laotien n'est pas bien traduit du tout, Mmh. donc avec ta petite appli où tu t'en sors en Thaïlande, au Laos, c'était ping et Mmh là je me mh. dis: «Bah voilà, il y a encore des pays où c'est tout à fait, utile», donc je suis contente d'avoir ton retour qu'effectivement, c'est toujours une bonne idée dans certains cas. OK, top, j'ai pas les mots. Et toi, Et moi, je dirais que c'est mon Théo? ukulélé. Parce qu'en fait, il y a le sourire comme langage universel, il y a aussi la musique. Mmh. Alors pas la même forme de musique partout, disons qu'en Mongolie, c'est un espèce de violon à 2 cordes avec, des voix gutturales, donc c'est pas du tout, le Jodassin, les Champs-Élysées. Mais, ça a quand même un langage et ça éveille et j'ai une petite anecdote par rapport à ça. On était en Mongolie dans le trans, mongol pour rejoindre Oulan-Bator et bah, c'est le moment dans le documentaire où en fait on pue, littéralement, parce que ça faisait genre 10 jours qu'on n'avait pas pris de douche et il y avait une maman avec sa fille qui, nous regardait vraiment avec des regards menaçants parce qu'elle, en fait, en gros, elle nous faisait comprendre Incommodé. qu'on n'était pas les bienvenus dans sa cabine, mais on n'avait pas le choix, on avait pris un billet et donc ce qui a débloqué la situation, c'est qu'on a commencé à jouer du ukulélé avec sa fille et sa fille a changé de regard. Elle a eu un sourire qui est un sourire d'enfant, donc un peu, disons innocent de toutes les conventions, que ce soit Mmh. sociales, ou d'odeur même. Olfactif, j'allais dire, Et les on va dire ça, conventions voilà. olfactives. Toutes les conventions, qu'on peut avoir possibles et imaginables et en fait, elle a commencé à rigoler, à chanter avec nous, à sa manière et ça a débloqué la situation parce que la mère a vu qu'en fait sa fille, nous aimait bien donc elle s'est dit: «Bon, en fait, ils sont pas si méchants que ça, malgré leurs fortes odeurs». Voilà et du coup, donc ça, c'est pour moi, c'est le ukulélé. Ça nous a pas mal sortis d'affaires aussi, dans des moments un petit peu où on savait pas trop comment communiquer avec les gens, en Turquie notamment, on était dans une famille, et en fait, ça débloque, quoi. Les gens voient qu'on Mmh. est sympa, on chante tous les 3. Je crois qu'on est sympa, donc vous ne l'êtes Ou en pas tout en fait, c'est un gros non. leurre. Non, mais en fait, voilà, ça débloque, c'est fou, hein, mais c'est un petit gadget. C'était un peu, oui, une manière de rendre l'appareil, Oui, quand on nous offrait le logis, on chantait les chansons. notre seule manière de, voilà, de récompenser, ces personnes, c'était de faire une soirée, voilà, chanson. Mmh. Voilà. Ou de se faire pardonner de l'odeur de la lessive. Par exemple, les Ouais et donc oui, vous n'aviez pas de piano dans la 4L, j'ai vu que, hein, tu manies cet objet, fort bien, oui. donc c'est sympa. en Kazakhstan, il y a des pianos. Oui, Du coup, c'est ça. Pas dans la pas 4L, tout mais le dans le monde, mais Kazakhstan. voilà, Mmh. à Aktao, Oui, c'était chouette. Ah, très, très à chouette, Tiran. j'aime beaucoup vos objets indispensables. Alors l'erreur qui vous a le plus appris sur la route? Alors
Ah non, qu'est-ce qu'il nous a appris? L'erreur. Heu, pour ma part, je dirais que c'est le manque d'écoute de l'autre. À savoir que dans des situations un peu de stress, j'ai un peu du mal à déléguer et ça m'a énormément appris à m'effacer ou du moins à faire passer les besoins des autres avant les miens. Et je pense que c'est primordial parce que si on n'écoute pas l'autre et qu'on s'écoute parler, à un moment donné, on va dans le mur et ce qui a permis aussi, cette, progression, c'est que ce voyage s'est fait à 3. Si j'avais été tout seul avec Guillaume ou Guillaume, il y aurait eu une confrontation directe et le fait d'être à 3, il y a un espèce de turnover et si je suis tout seul dans mon délire à aller dans le mur et que les 2 autres me disent: «Là, Théo, franchement, on pense tous les 2 collégialement que tu te trompes», et bah, c'est que je me trompe, en fait. Et ils m'ont fait énormément grandir là-dessus. Donc je dirais que vraiment ma plus grosse erreur, c'était au départ de pas écouter mes camarades et ils m'ont bien fait comprendre que je les écoutais pas et maintenant je les écoute. Mmh. Voilà. Et Génial. Ouais. et moi, l'erreur, je pense, c'est vraiment le manque de préparation au quotidien parce que, durant tout le voyage, on n'arrêtait pas de se dire: «Mais ce point-là, ce problème-là, on aurait pu l'anticiper il y a déjà 2 semaines» et Odyssée Orient, on appelait ça, enfin, Odyssée, comment? Je sais plus, Enfin, c'est imprévu, ouais. non, en tout cas, on avait toujours 2 semaines de retard sur Ah oui, les oui. problèmes et donc parce qu'en fait, on se laissait un peu bercer. On dit on faisait de la On fera ça plus tard. procrastination et donc voilà, on se disait: «Bah, voilà, on verra ça dans le pays en question», mais en fait, dans le pays en question, le problème, C'était déjà trop tard. est imminent et on aurait pu régler 2 semaines Ouais, il en avait fait amont, fois donc 10 voilà. quoi. C'était Mmh. vraiment, c'est pareil. Non, je veux juste dire un truc par rapport à ça, c'est qu'on n'était pas préparé, mais on n'est jamais vraiment préparé totalement. C'est exactement ce que j'allais dire. Non, mais le jour du départ, nous n'étions pas du tout prêts à partir, voilà, à 100 et pourtant on a décidé d'y aller et heureusement parce que sinon on serait jamais partis. Mmh. Voilà. Écoute, j'en parlais encore hier avec un docteur en psychologie de la performance qui était aussi un gars pas mal aventurier, avant et encore maintenant d'ailleurs, mais il dit, oui, il avait décidé, au pôle Nord, la Poulka, qui n'était pas prête, celle qu'une école devait préparer pour eux, donc il a dit: «Bah, tant pis, je pars quand même sans Poulka». Ça faut déjà le faire, mais il dit: «Mais par contre, là-bas, j'ai rencontré des gens qui abandonnaient et ils avaient une Poulka en disant: "Je peux vous la louer ou quoi?" «Bah non, tu peux l'avoir, on n'en aura plus besoin». «Ah bah voilà, j'ai une Poulka». Donc parfois, il dit, «Quand on se met en route, en général, les solutions, elles finissent toujours par arriver et on sait jamais être tout à fait prêt». Donc on en Mmh. parlait encore hier et je visiblement, c'est une des leçons que vous avez tirées de l'affaire, quoi. Exactement. Si je t'ai bien écouté, Guillaume. Oui, oui, très bien, Ouais. très bien. Il y en a au moins un qui écoute, une qui écoute. Alors, le succès dont tu es le plus fier? Allez, on va commencer par toi, Guillaume. Hem, le succès, je pense, c'est vraiment, le fait d'avoir créé et oui, créé un projet global. Donc voilà, c'était, on est parti d'une simple idée dans un bar et on en a fait un voyage, associatif, un voyage, culturel, un voyage, spirituel, personnel et donc et on en a sorti, des objets dérivés en quelque sorte, voilà, des souvenirs ancrés dans le temps, donc un documentaire, un livre, et ça, c'est vraiment le fait d'avoir accompli quelque chose, s un projet complet, en fait. C'est ça, c'est vraiment, le point dont je suis relativement fier et voilà, qui me fera de très bons souvenirs, qui a impliqué beaucoup d'amis, toute la famille, beaucoup de personnes avec nous. Donc ce voyage n'était pas seulement un voyage de 3 personnes, c'était un voyage de centaines de personnes et on s'en rappellera toute notre vie et juste pour ça et pour tous les souvenirs que ça a Mmh. créé, j'en suis très fier. Je crois que tu peux effectivement et toi, Théo? Moi, je dirais que ma plus grande fierté, c'est d'avoir conservé mon amitié avec Guillaume et Guillaume et malgré tout ce qui s'est passé et je dis souvent qu'on avait 2 choix à la fin de ce voyage, soit on se parlait plus jamais parce que les blessures étaient trop importantes, soit, on devenait, les plus grands alliés qu'on pourrait toujours compter l'un sur l'autre, enfin les uns sur les autres et effectivement, c'est cette voie qu'on a prise et donc pour ça, je suis très fier parce que c'était pas gagné d'avance et donc voilà. Pour tous les mécanismes qu'on a pu mettre en place et aussi pour tous les échanges qui ont permis de me faire grandir moi et puis moi et Guillaume, enfin Guillaume et moi inversement et avec Guillaume de chacun se faire grandir les uns les autres. Mmh. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on ait pu se faire à nous et aux autres. Je crois que tu as tout à fait raison.
Voilà. Parce que dans les choses qui comptent, qui font qu'une vie est réussie, c'est le temps qu'on a passé avec des amis, temps de qualité, et c'est ce qui va rester. Donc vous Salon. disiez, vous étiez revenu changer. Est-ce qu'il y a vraiment une grande différence que vous remarquez? Un exemple concret de dire: «Tiens là, c'est plus le Théo du départ, c'est plus le Guillaume du départ», hein. Ben, en tout cas, on dit aussi c'était un peu un voyage, initiatique. En quelque sorte, on l'a aussi vu, dans nos familles, on nous a fait un peu comprendre qu'en fait, on est parti en tant que jeunes, on est revenu en tant qu'hommes, en quelque sorte. C'était, voilà, une sorte de passage à l'âge adulte, voilà, comme dans les certaines tribus où on part, voilà, pendant quelques jours, en autonomie. C'était à peu près, le même schéma, mais voilà, sur une plus longue période. Donc, je pense qu'on a changé intérieurement, on est un peu plus, débrouillard qu'avant, plus autonome, et aussi, c'est plus au niveau de, voilà, se connaître soi-même. Je pense qu'on se connaît beaucoup mieux dans nos faiblesses, dans nos qualités, et c'est quelque chose qui est inestimable. Et pour toi, Théo? Je disais tout à l'heure que c'était vraiment une marche vers nous-mêmes, et que grâce à ce voyage, on a vraiment pu mettre en exergue les faiblesses et les forces, les qualités, qu'on a chez soi, les défauts évidemment et puis les défauts des autres et les qualités des autres Mmh. et aussi le regard qu'on porte sur les autres. Je pense que c'est un regard qui est bienveillant, c'est un regard qui est vrai et notamment au fil des rencontres qu'on a pu faire, que ce soit, à PSE avec, les enfants et le regard du qu'ils portent aussi sur, leurs propres conditions parce que c'est vrai que c'est difficile, d'accepter qu'on vient d'un bidonville et puis de grandir, pour avoir un travail au Cambodge. Je veux dire, c'est des chemins qui sont juste, magnifiques et que nous, on connaît pas parce qu'on a grandi dans un monde qui est quand même très privilégié. Mais c'est sûr que le regard sur les autres change énormément et on sait aussi ce qu'on veut. C'est-à-dire que c'est ce qui est bête, c'est que parfois on est dans des situations où on se dit: «Mais en fait, je suis là parce qu'il faut être comme ça, c'est les conventions sociales». Et Ou surtout les avant le attentes voyage, on voilà, que ce soit qu'on a dans des sur toi? soirées un peu mondaines et des choses, Mmh. on est là et en fait, on se rend compte quand on rentre de ce genre de voyage que c'est pas que ça vaut pas la peine, mais qu'on a vraiment plus envie de perdre du temps dans des choses futiles et qu'on va être dans le vrai. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ma vie, j'essaie de prendre beaucoup plus de temps de rencontrer les gens calmement, de plus faire 1000 choses à la fois, de prendre le temps. Heu, En fait, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est donner du temps au temps. C'est-à-dire que là, je suis avec toi, je suis pas avant, je suis pas après. Avant, ça m'arrivait d'accumuler plus de choses en même temps et moi, aujourd'hui, j'essaie vraiment de prendre ce temps. Je dis pas que c'est facile, hein, c'est un travail de tous les jours, mais par contre, je pense que consacrer du temps, c'est quelque chose qui est vraiment décent, que ce soit pour nous ou pour les autres, et se dire: «OK, là, je suis en vérité avec toi» et c'est la question de l'amour, en fait. C'est juste comment est-ce que je me donne pour toi, que ce soit dans nos amitiés, dans nos relations, avec nos familles, nos amis, comment est-ce que je consacre ce temps qui est vrai, qui est simple, qui est sincère et qui n'est pas, dans l'anticipation d'autre chose, qui n'est pas dans le calcul, mais qui est vraiment, voilà, très simple, comme un sourire d'enfant, tout simplement et je pense que ce regard-là, voilà, c'est la question du sourire d'enfant, présence, qui est vraie et qui est vraiment, sincère. Au-delà de tous les artifices qu'on peut avoir aujourd'hui, même avec les réseaux sociaux, on en parlait tout à l'heure, la déconnexion. Se déconnecter pour se reconnecter au réel. Je pense que c'est un peu le un des dictons qu'on pourrait appliquer à ce voyage. Enfin, Ouais. moi, depuis le retour, j'ai jamais été autant présent sur internet. Enfin, Ouais, mais alors, voilà, oui, mais si mais tu te c'est une manière, différente de communiquer et tu Mmh. communiques sur quelque chose que tu as vécu qui est beau. Alors, si vous aviez en face de vous le Théo et le Guillaume qui est parti, qu'est-ce que vous leur diriez? ah bah, Le Théo Guillaume qui est parti, ça veut dire Au c'est très départ, bien vous de êtes quel à thé on celui de parle. l'arrivée peut parler à celui du Ah départ, oui, hein. dans peut-être ce qu'on est sens-là. là dans Oui, dans oui, ce sens-là. OK, OK, OK. OK, OK. Bah, moi, je lui dirais de prendre plus de chaussettes. ouais, non, non, De se laver les pieds. non, mais je lui dirais de prendre les visas à l'avance déjà. Ouais. Oui. Mais arrêtez Mmh. de perdre de l'argent inutilement. Bah, D'accord. Guillaume l'évoque un peu dans le documentaire aussi, c'est, je lui dirais de, moins stresser, de plus avoir confiance en l'avenir et de pas se prendre la tête au quotidien pour des choses futiles. Donc, Top. et Mmh. aussi, beaucoup plus communiquer avec les autres. Je lui dirais, comme disait Théo tout à l'heure, ne garde pas des petits problèmes, pour toi, dis plus ce qui te dérange et parle et ça va régler beaucoup, beaucoup de problèmes. Mmh. Extra. Et toi, Et Théo?
Et pour moi, donc effectivement, il y a la question du lâcher prise qui est importante. Je dirais que tu dois faire confiance parce que, la maîtrise de tout, c'est pas bien. Ou en tout cas la volonté de la maîtrise de tout, c'est pas la meilleure des manières de voyager ou de même vivre sa vie tout simplement. Et que parfois il faut pouvoir, voilà, se dire: «OK, ça se passe pas comme prévu, c'est pas grave. On va trouver une alternative et ça sert à rien de se mettre dans tous ces états pour, un petit paramètre qu'on maîtrise pas». Que ça soit dans notre propre vie ou même un paramètre chez les autres. En fait, on peut pas ni maîtriser notre propre chemin, ni maîtriser encore moins celui des autres et qu'à un moment donné, il faut juste pouvoir accepter que le chemin prend une tournure différente et à ce moment-là, on se laisse porter, on se laisse guider et l'inconnu, trouve toujours une belle manière de nous montrer la lumière au bout du tunnel, on va dire. Donc pour ça, je dirais qu'il y a la question du lâcher prise et la question de la voilà, de faire confiance dans l'avenir. C'est quoi l'ingrédient principal qui vous a aidé à réussir votre projet? Enfin, moi, je pense sincèrement quelque chose qui nous a beaucoup aidé, c'est bien s'entourer au moment des Mmh. préparations du voyage. Ça, c'est quand Extra. on a des adjuvants dans un projet, d'une telle ampleur, c'est ce qui peut, vraiment faire basculer le projet, dans la réussite ou enfin, ou rater le projet. C'est-à-dire que si on n'avait pas notre famille et nos amis qui nous soutenaient autant, on aurait pu abandonner 1000 fois, voilà, parce que tout OK, très juste. voilà. Et pour ma part, effectivement, un entourage, ça nous a beaucoup aidés et je pense que le fait d'avoir ajouté une dimension qui est associative à notre projet, ça nous a aussi aidé à le rendre, d'une part plus concret et le fait d'avoir un vrai soutien aussi de ces associations, donc il y a le soutien des proches, mais le soutien des associations aussi, ça nous a permis aussi de nous aussi nous forcer à se dire: «OK, on va faire ce projet du début à la fin et on va, faire tout dans on va tout mettre en œuvre» parce que comme disait Guillaume, c'est quelque chose qui nous dépassait un petit peu et que donc il fallait absolument aller au bout et donc ça a été une vraie un vrai fil rouge. Je pense que parfois c'est bien de ne pas en avoir trop, parce que si on a trop prévu les choses et que ça se passe pas comme prévu, ça engendre de la frustration. En revanche, d'avoir un peu un objectif, flou ou pas, mais voilà, d'avoir une certaine ligne directrice, je pense que c'est quand même bien, parce que du coup ça nous a aidé ensuite à voilà, à pas trop dériver et puis pas abandonner le voyage notamment, parce que c'était une des questions de votre fille, est-ce qu'on a voulu abandonner? Beh, du coup jamais, parce qu'on avait envie de remplir cet objectif coûte que coûte. D'accord. Une citation qui t'inspire, Théo, tu en avais relevé une? Heu, Moi j'ai une citation, Oui. c'est que, le sourire en fait, quand on arrivait dans un petit village, souvent on savait que la meilleure des manières pour trouver un logement, pour rencontrer les gens, c'était de passer par les enfants. Et c'était d'ailleurs une des lignes directrices parce qu'on soutenait, Bande de pour un projet manipulateurs! pour Non, un non, salaire non. enfant et en fait on s'est inspiré notamment du livre, On a roulé sur la terre de Alexandre Poussin et Sylvain Tesson Mmh. et il y a une, citation que j'adore de Sylvain Tesson qui dit que: «Le sourire des enfants, c'est la meilleure porte d'entrée du cœur des parents». Mmh. Voilà et à partir de là, tout est possible et en plus avec notre voiture farfelue, ça marchait à tous les coups et plus le ukulélé et plus, Guillaume qui jonglait, Guillaume qui faisait du foot, enfin vraiment c'était le combo parfait. Chacun avait ses forces et avec ça, en faisant sourire les enfants, c'était la clé. Ah d'accord, La clé de voûte de la rencontre, le sourire de l'enfant. top. C'est vrai. C'est pas mal, je vais l'écrire dans On Et dit: «Beh ouais, refais le livre, hein, allez hop ça». c'est bête ça, il est sorti déjà, c'est dommage. Ah bah, c'est rien, au pilon et tu refais. Donc Donc, Guillaume, ta citation, celle qui te porte, hein. moi, la citation qui me porte, je ne pourrais pas dire d'où elle vient, mais c'est, «Tes plus grands rêves t'attendent au-delà de tes peurs» et vraiment cette citation pour moi, elle fonctionne au quotidien et encore plus pendant ce voyage. C'est que, si Très on beau. veut on veut a atteindre ses rêves, il faut franchir ses peurs et les peurs sont souvent, quelque chose de mental qu'on se crée nous-mêmes. Et voilà, on peut battre nos peurs, on peut les vaincre, il faut juste, faire l'effort de les enjamber. Super. Alors, votre actualité du moment et vos projets futurs, alors il y en a qui sont en commun, il y en a qui sont, chacun de votre côté. Donc, Guillaume, Bah, comme je disais, voilà, ce voyage m'a beaucoup marqué. C'était un peu mon point d'entrée dans ma vie professionnelle qui est, de devenir enfin, mon rêve, c'est de devenir réalisateur de documentaires d'aventure, d'expéditions, ce voyage, c'était vraiment la porte d'entrée vers mon futur métier et j'ai eu, cette chance
d'allier un voyage à voilà, le premier documentaire qui me sert voilà, maintenant aujourd'hui de CV pour entrer dans une boîte de production audiovisuelle. Et le but futur, c'est de continuer à créer, à produire ce genre de documentaire avec, j'imagine, plus de moyens, une équipe plus conséquente et continuer à délivrer des messages magnifiques à travers des aventures inspirantes. Parler de messages sociaux, enfin, de problèmes sociaux qui nous concernent tous, voilà, dans des endroits du monde assez spectaculaires. C'est un peu ce qui m'anime aujourd'hui et on va tout faire pour continuer ça. Super. Je sais pas si tu trouves aussi que dans le regard de Guillaume, il y a vraiment cette prise de recul, ce truc qui regarde, qui cherche, on dirait comme il regarde comme un esthète, je trouve, hein, comme quelqu'un qui cherche, très visuel en tout cas. Non, mais Ah vraiment, je mais alors tu C'est le regard de photographe. non, mais tu mets un mmh, point, c'est-à-dire que moi je fonce la tête la première et lui, Guillaume, en fait, il voit plein de trucs que moi je vois pas. Ou, avec Guillaume pendant le voyage, il disait: «Là, vous avez vu ça?» Et on fait: «Ah non». Et puis, et inversement, hein, enfin. oui, oui, mais globalement avec ton appareil photo, tu arrives à avoir des perspectives juste incroyables et il suffit de trouver le bon angle que toi tu arrives à trouver et que moi quand j'ai un appareil photo dans les mains, j'y arrive pas, tu vois? Donc c'est vrai qu'il y a un côté esthète effectivement, mais surtout aussi Guillaume, si je peux compléter ce que tu dis, il y a aussi, beaucoup de choses qui se passent dans sa tête et en fait il a tellement une sensibilité, incroyable qu'en fait il arrive à capter toutes les sens de ce qui se passe pendant une situation ou dans un échange avec une personne ou c'est même, ça, je veux dire, une il est là, situation mais il y a une prise naturelle, de recul. Je mais en fait vois il se qu'il passe nous plein de trucs dans regarde sa tête. parler. Il est dans la conversation, mais en même temps, Mmh. il regarde la conversation, tu vois? Il a les 2. En fait, il y a Ça se plusieurs voit très, personnes, très là, fort. il est là, mais il est pas là. Oui. Mais ça c'est super pertinent Mmh. par contre. Mais il faut aussi dire que, voilà, j'ai peut-être le regard, mais Théo a les mots et voilà. Mmh. Et pour mieux Très décrire, complémentaire, une mais situation. complètement. Théo, on le sent, il est Ah, à c'est fond dans la excellent. Oui, communication, il est oui, oui. dedans, il Ah, truc, Il a le jargon. ouais, ouais, c'est ça, hein, donc vous faisiez lui c'est le certainement une philosophe super et moi je suis le équipe. sophiste. Ouais, c'est On ça. est sûr que Guillaume était très, très bien, bien trouvé sa place aussi, mais il est pas Exactement. là pour en parler, Mais c'est bien Guillaume, dommage, c'était mais la on le force salue. tranquille. La force Force tranquille, tranquille. les degrés aussi pour réparer, enfin, Ouais, voilà. c'était le mécanicien du groupe, c'était la force tranquille, c'était, Oui, l'administratif. et c'est-à-dire que nous, on est un peu des voilà, on a bien batifolé et rêvé, Guillaume nous ramène souvent sur terre et nous Ouais. fait souvent, ancrer à la réalité. Mmh. Ça, c'était un pilier. Enfin, en fait, chacun était un pilier et à 3, on formait quelque chose de magnifique. On était très Alors un complémentaires. tripote, quoi. Ouais, un tripote. Un bon tripod, bah, ouais, c'est assez Ouais. stable, hein, c'est assez stable. Génial. Et alors Théo, de ton côté, il y a le livre? Du coup, effectivement, de mon côté, il y a le livre, donc Guillaume a sorti un documentaire et avec, les images et moi, j'avais envie de partager plus, mes réflexions au travers d'un petit bouquin que j'ai ici. Donc vous pourrez vous le procurer, partout sur toutes les plateformes, la Fnac, les éditions Blanches qui de Peutrey qui sont l'éditeur, qui est donc distribué par Hachette partout dans les librairies en France et sur toutes les plateformes évidemment. L'idée, c'était de coucher sur papier un peu ma réflexion et donc de parler à la première personne, donc en «je». Le documentaire, c'était sous l'œil de Guillaume, le livre, c'est sur mon œil à moi et donc c'était vraiment, important pour moi de partager, disons, des petites anecdotes plus personnelles, ponctuées de réflexions aussi, qui vont de pair avec ce qu'on vivait, et qu'est-ce que ça traduisait aussi dans notre vie d'avant et ce que ça pouvait avoir comme impact dans notre vie d'après. Donc c'était un bel exercice, Oui, 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 franchement, qui ça n'était pas m'intéresserait prévu, de le d'ailleurs. lire à Mmh. l'occasion. Tiens, je vais le demander à Mmh. votre éditeur. Et S surtout que les 2 œuvres sont très complémentaires. On a chacun choisi un axe d'écriture, relativement différent, mais qui complète justement le vide de l'autre œuvre. Mmh. Voilà. Super. Maintenant, donc il y a le docu qui est en train de tourner dans les festivals, sans doute, bah, forcément ça va s'étaler sur, quoi 12 mois plus ou Oui, moins, c'est ça c'est ce exactement. qu'on lui souhaite. Et puis alors le livre qui est déjà bien là. Si on veut vous suivre et vous retrouver sur les réseaux, un site web, où est-ce qu'on peut suivre votre actu? Odyssée Orient sur Instagram et Facebook, j'imagine? Et puis on a un site internet aussi, odysseeorient.org, avec toutes nos actualités, certaines photos aussi, et puis, effectivement les liens qui nous distribuent vers, le livre, donc le site de l'éditeur et prochainement, évidemment le documentaire sera en ligne, on l'espère, mais que tout le monde puisse avoir un accès Sur YouTube. sur YouTube, donc toutes Oui, les informations sont centralisées. Il y a une galerie photo et puis aussi si vous voulez commander des photos aussi du voyage, Guillaume, les met en vente aussi. Parce qu'on a eu l'occasion d'organiser une exposition photo aussi notamment. Donc tout est centralisé sur le site et puis sur la page Facebook et Instagram de l'équipe. Et une petite aventure de temps en temps, d'en refaire ensemble, même ne fût-ce que le temps d'un été, ça vous démange un peu?
Totalement. Ouais. On sait qu'on va repartir, on ne sait pas quand, mais voilà, on a 2-3 projets, voilà. On a des idées, ouais, des grandes lignes, on va dire. OK. Genre, après un si grand voyage, on préfère, voilà, Ouais. Il Temporiser paraît un que peu les pour rêves font l'instant. la courte échelle au rêve, donc normalement, un rêve en général, c'est pas juste après: «Bon, ben, on ne fait plus rien», Non, donc on va ah, refaire des trop choses, chouette. ça Donc c'est il pourrait sûr. y avoir encore des grands projets oui, alors. oui. Ouais, On a été on piqués. espère. On a été piqués dans le bon sens. Eh ben, alors ça vaut vraiment la peine de vous suivre, sur les réseaux ou sur votre site, Mmh. donc on fera ça. Je mettrai dans les notes de l'épisode évidemment, où vous Génial. joindre. Merci Merci. pour votre Merci. temps ce soir. Merci. C'était très, très Merci à sympa de vous vous, avoir merci tous les beaucoup. 2. Merci, à toi et puis pour, voilà toute ton équipe et puis, avec tes filles et puis, cette belle émission qui effectivement a pu mettre, voilà en exergue un peu toutes les sensibilités et tous les questionnements qu'on a pu vivre pendant ce voyage. On était très content d'en parler avec toi Mmh. et de te rencontrer en vrai un jour. Mais oui, Bientôt. certainement qu'on va se croiser sur un festival Voilà. ou l'autre, hein. Bon appétit! Oui, merci, Merci. merci toi aussi. Au revoir et au Bonne plaisir soirée. À alors, hein. bientôt. Merci encore, Salut. vraiment, c'était Salut sympa. MB. Merci à toi, Au merci. revoir. Pour citer Guy de Larigaudy, un ancien scout ayant relié Paris à Saigon dans les années 30, savoir sourire, quelle force d'apaisement, force de douceur, de calme, force de rayonnement. En effet, le rayonnement du sourire lors de cette odyssée avait amplement dépassé les frontières de plusieurs continents. Et vous, qu'attendez-vous pour sourire? Ainsi se termine ce documentaire et c'est avec cette phrase que je souhaite vous quitter également en cette fin d'épisode et de saison. Le sourire n'appauvrit pas celui qui le donne mais enrichit tellement celui qui le reçoit. Pensez à tous ces sourires d'inconnus que vous avez reçus et l'effet qu'ils ont pu avoir sur vous. Alors surtout, ne vous privez pas de répandre le vôtre à la ronde cet été. Vous retrouverez tous les liens vers les invités du jour et les associations qu'ils ont soutenues dans cette très belle odyssée vers l'Orient. Je suis très heureuse de clôturer la saison 9 avec cet épisode plein de good vibes. Je salue au passage Augustin Isoard, le frère de Théo, qui chante et compositeur de musique de film et à qui l'on doit donc la BO, dont vous avez entendu quelques notes dans les extraits du film qui ont parsemé cet épisode. Allez voir le film, le lien est dans les notes, puisqu'il est à présent disponible sur YouTube. Comme vous l'avez entendu, ce n'était pas encore le cas quand nous avons enregistré l'entretien il y a quelques mois, mais c'est bien le cas à présent, et je vous le recommande volontiers. Il risque fort de vous donner envie de sourire. Et si la musique du film vous charme, je vous mets aussi dans les notes le lien vers la BO d'Odyssée Orient, avis aux amateurs. Le tout sera également à retrouver dans la playlist invitée de la chaîne YouTube de Storylific. On se retrouve tout l'été pour des capsules estivales. On va parler lecture sur Storylific, toujours en mode aventure et exploration bien sûr. Et en septembre, on reprend les grands entretiens. Merci à AS Adventure et à la banque CPH pour leur soutien tout au long de cette saison. Merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Storylific. Merci pour vos messages, vos partages et vos oreilles. À bientôt. Ah, C'est chez vous, c'est moi que ça sonne, c'est ouais, chez vous. je vais juste ouvrir, mais je reviens dans 10 secondes. Ça se met sous le tapis et à un moment donné, Ah non. Ah, zut, j'ai oublié de le mettre. on pourra couper. Voilà, Tu l'écoutais Voilà, je pas? l'écoutais pas, hein. Tu vois, Je tu l'écoutais dis que pas. tu écoutais, mais t'écoutais. Je pensais pas qu'il allait en parler, il allait en parler en fait. Là, ça commence à faire vachement du bruit, là, derrière. Ouais, là il y a... comme elle a pas bougé. Non mais elle est fermée la porte. Aldo. C'est quelqu'un qui cuisine? Oui, c'est que j'ai qui cuisine. Donc, je reprends. Lui, non, c'est lui qui reprend. Tes plus grands rêves t'attendent au-delà de tes... Au-delà de la cuisine. Non, ouais, C'est des pâtes en 5 minutes qu'elle fait ou c'est... C'est une raclette. C'est la première de la saison.